Merci d'être aussi nombreux. Alors, je vais vous présenter le jury qui s'est rassemblé ici pour évaluer les travaux de Samori. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein, je veux dire, il n'y a pas trop de risques. Voilà, tout va bien se passer, ouais. Même si c'est super stressant. Oui, c'est vrai qu'avec Samori, on peut s'attendre à tout. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui le connaissent bien dans cette salle, le stress. Mais bon, on a préparé une doublure puisque Geoffrey est là, il est habillé pareil. Donc en cas de souci, hop, Geoffrey connaît la soutenance par cœur. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout est là, même pour les questions. Voilà, Geoffrey est là. Ok. Alors, le jury a désigné sa présidente. Donc voilà, nous accueillons aujourd'hui donc Madame Catherine Pellachot, qui est directrice de recherche à l'ISIR UMPC à Paris. Donc Catherine, merci d'avoir accepté d'être présidente. Ensuite, nous avons deux rapporteurs. Alors, ceux qui ont plus travaillé, ceux qui ont fait le plus gros boulot. Donc, il y a Domitil Lourdeau, donc voilà, ici, qui est maître de conférence à l'Université technique, à l'Université technologie de Compiègne. Voilà. Et puis, nous avons Jean-Claude Martin, ici. Voilà, et qui fait partie du LIMSI CNRS à l'université Paris-Sud. Donc c'est eux qui ont évalué et qui ont donné l'accord avant soutenance. C'est pour ça que je dis il n'y a pas beaucoup de suspense, parce que quand les rapporteurs disent ok, c'est bon, ça peut aller en soutenance, voilà, c'est qu'on est bien parti. Voilà, j'essaie de rassurer Samori au maximum, vous l'avez remarqué, voilà, parce que bon voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, eh bien nous avons un examinateur, donc nous avons Guillaume Bouillet. Ici, voilà, avec la barbe, donc voilà, qui est maître de conférence donc au laboratoire IBISC à Évry. Et puis ensuite, vous aurez le trio d'encadrement de la thèse, donc là, David Perret donc de Eon Reality, qui représente donc l'entreprise dans laquelle cette thèse CIFRE s'est déroulée. Olivier Chrisman, qui était co-encadrant de la thèse, et moi-même, Simon Richir, donc qui était directeur de la thèse. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on respire un grand coup, hein, Samori surtout, et je passe la parole à la présidente Catherine Pellachot. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, la thèse va se dérouler, la soutenance de thèse va se dérouler, vous allez faire une présentation de 45 minutes, puis après, ce sera l'ensemble des questions, et il y aura un certain ordre que vous allez découvrir plus tard. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci les membres du jury d'être venus assister et sanctionner ce travail de thèse, ainsi qu'aux gens présents dans la salle. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'impact sur l'expérience utilisateur en environnement virtuel immersif de l'utilisation d'objets connectés portés pour de la rétroaction physiologique. Une thèse encadrée en convention CIFRE par les Arts et Métiers et Eon Reality SAS. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte ainsi que les motivations qui nous ont poussés à entreprendre ces travaux de thèse. Nous présenterons ensuite les concepts clés nécessaires à la compréhension des études que nous avons menées, avant de revenir sur une conclusion des apports techniques et théoriques, ainsi que sur les perspectives que j'envisage. La réalité virtuelle est aujourd'hui devenue un support de premier ordre dans l'évolution des médias créatifs, notamment de par la miniaturisation des dispositifs et l'avènement du smartphone. C'est pourquoi Eon Reality SAS, société spécialisée dans l'edutainment et le transfert de connaissances en réalité virtuelle et réalité augmentée, souhaite améliorer l'expérience utilisateur des applications qu'elle commercialise par le perfectionnement des dispositifs techniques et des techniques d'interaction. En parallèle de cette évolution de la réalité virtuelle, nous pouvons noter une explosion du marché des objets connectés portés, dits wearables. Ceux-ci permettent principalement de récupérer deux types d'informations, des données inertielles, donc des données de mouvement, et aussi des données physiologiques, telles que le rythme cardiaque, la microsudation ou encore l'activité respiratoire. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer principalement sur l'utilisation du rythme cardiaque, ce type de capteurs étant les plus présents dans les objets connectés portés à but physiologique. Pour contextualiser ces travaux de recherche par rapport à l'évolution du marché, laissez-moi vous présenter une rapide vidéo publicitaire du système de capture émotionnelle de l'entreprise Ancoro, présentée en novembre 2017. Welcome to a new world. Ah, my lucky player. You're about to start a very special journey. A journey driven by your deepest emotions and controlled by me. A journey where you cannot hide. Where I see all. But before we start, let me introduce you to some dear friends of mine. Fear, happiness.
anger. And trust me, they're ready to play. So let the game begin. Let me tell you how it's gonna go. First, you're gonna try to escape as they all do, but unfortunately for you, there is no way out. Sweat, heartbeat, adrenaline, I can feel it all. And I will track you down till you give up. Oh, wait a minute. Is that anger I feel? This game is finally becoming interesting. Let's see how you play it. I gotta say, you fought well. And now that I know you better, I think that we can become good friends. By the way, I didn't introduce myself. I'm Ancro. Welcome to my playground. Si ce produit n'est aujourd'hui encore qu'à l'étape de prototype et ne possède toujours pas de version commercialisée, il démontre toutefois l'intérêt du marché pour l'utilisation des objets connectés, pour la captation physiologique, pour détecter des émotions en temps réel et augmenter les expériences vidéoludiques ou les expériences interactives. À partir de ces conclusions, nous nous sommes posé une question de recherche qui va nous permettre d'orienter nos travaux, à savoir quels sont les apports de l'intégration du rythme cardiaque fourni par des objets connectés portés grand public pour l'expérience utilisateur dans les environnements virtuels immersifs. Nous divisons cette question en 3 sous-questions de recherche. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des wearables dans une expérience de réalité virtuelle immersive? L'activité cardiaque peut-elle être une mécanique d'interaction en environnement virtuel immersif? Et enfin, quels sont les apports et modalités d'une boucle de rétroaction physiologique cardiaque sur l'expérience utilisateur en environnement virtuel immersif? Je vais dès à présent vous introduire les concepts clés nécessaires à la compréhension de notre étude, et à partir de ces concepts, nous allons construire un modèle partiel de l'expérience utilisateur et des apports des données physiologiques dans celle-ci. L'expérience utilisateur dispose d'une définition normée selon la norme ISO 9241-11, qui la définit comme les perceptions et les réactions d'une personne qui résultent de l'utilisation effective et ou anticipée d'un système, produit ou service. L'expérience de l'utilisateur met l'accent sur les préférences, attitudes, émotions, réactions physiques et psychologiques de l'utilisateur se produisant avant, pendant et après l'utilisation. Si cette définition assez généraliste s'adapte à de nombreux contextes, dans le cadre de la réalité virtuelle, de nombreux chercheurs ont essayé de fournir une définition de l'expérience utilisateur et une vision holistique de celle-ci. Nous notons notamment les travaux de Lin et Parker, Shin, Cheng ou encore Chatoke. À partir de ces travaux, nous sommes en mesure de mettre en lumière différents concepts clés de l'expérience utilisateur en réalité virtuelle, tels que la présence, l'engagement, l'incarnation, l'agentivité, les émotions et bien d'autres. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer principalement sur les 4 premiers facteurs, à savoir la présence, l'engagement, l'incarnation et l'agentivité. La présence est définie par Slater comme l'expérience psychologique d'être là, d'être présent dans un environnement virtuel immersif. Elle revêt une approche technologique, mais aussi une approche psychologique, comme l'explique Bioka avec le problème du livre, nous disant qu'il est possible de ressentir un fort sentiment de présence en lisant un livre, malgré une approche technologique nulle. C'est ainsi que Bouvier décrit que l'émergence du sentiment de présence va pouvoir naître lorsqu'il y aura un équilibre entre ces 2 approches. Si de nombreux modèles de la présence ont été proposés, nous allons retenir celui de Lee en 2004, qui divise la présence en 3 concepts clés. La présence physique, l'état psychologique dans lequel les objets virtuels sont considérés comme réels, la présence de soi, lorsque le soi virtuel est considéré comme réel, et enfin la présence sociale, lorsque les acteurs sociaux sont considérés comme réels. À partir de cela, nous pouvons commencer à construire notre modèle de l'expérience utilisateur, en y ajoutant le sentiment de présence. Passons maintenant à l'engagement. S'il n'existe aujourd'hui pas de consensus sur sa définition, celui-ci étant fortement dépendant du contexte d'étude, il est principalement fondé sur le concept du flow, défini par Csikszentmihalyi comme l'état mental d'opération d'une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans l'accomplissement de la tâche.
Ce concept peut être appliqué à de très nombreux domaines, tels que le sport, la lecture, les jeux vidéo ou encore l'interaction homme-machine. Nous pouvons donc rajouter à notre modèle le sentiment d'engagement. Il est intéressant de noter que les citeurs, ainsi que Brockmeyer, ont démontré qu'il existait une relation circonflexe entre la présence et l'engagement. Un fort sentiment de présence permettant la naissance d'un plus fort sentiment d'engagement et inversement. Passons maintenant à l'incarnation. Celle-ci est définie par Kilkenny en 2012 comme étant composée du sentiment de localisation, donc l'espace où l'utilisateur se sent localisé, du sentiment d'agentivité, la capacité que l'on a à agir sur le monde virtuel, et enfin du sentiment de possession, c'est-à-dire l'auto-attribution du corps virtuel par l'utilisateur. Intéressons-nous plus particulièrement au deuxième facteur, le sentiment d'agentivité. Celui-ci est défini par Blanke et Metzinger comme la sensation de contrôle moteur global, incluant l'expérience subjective de l'action, du contrôle, de l'intention, de la sélection motrice et de l'expérience consciente de la volonté. Si cette définition s'axe principalement autour d'une action motrice et physique, il a été démontré que le sentiment d'agentivité pouvait naître d'autres mécaniques, notamment des mécaniques émotionnelles. C'est ainsi que Genet, en 2018, propose un modèle du sentiment d'agentivité dans les environnements virtuels immersifs comme une combinaison de la perception de l'agentivité et du jugement d'agentivité. À partir de cette définition, ils mettent en place 3 principes clés de la naissance du sentiment d'agentivité. Le principe de priorité, l'intention consciente de l'action précède immédiatement l'action. Le principe de cohérence, le résultat sensoriel correspond au résultat prédit. Et enfin, le principe d'exclusivité, à savoir que la pensée propre de l'utilisateur doit être la seule cause apparente du résultat. Si nous en revenons donc à notre modèle, nous pouvons y ajouter le sentiment d'incarnation. De manière intéressante, Sanchez-Vives et Slater, ainsi que Goris, ont démontré qu'il existait un lien entre l'incarnation et la présence, un fort sentiment d'incarnation permettant l'émergence d'un plus fort sentiment de présence de soi, et a fortiori affectant le sentiment de présence en environnement virtuel immersif. Passons maintenant à la deuxième partie de notre état de l'art, à savoir l'utilisation des données physiologiques. Nous savons que les réactions émotionnelles se reflètent dans notre système nerveux autonome. De plus, il existe un lien entre l'activité physiologique et notre état psychologique, le rythme cardiaque étant un fort indicateur de notre état psychophysiologique. De plus, les données physiologiques ont déjà été utilisées pour essayer de comprendre l'expérience utilisateur dans des environnements vidéoludiques et immersifs, notamment dans les travaux de Mirza Babay et de Bian. La question que nous allons nous poser n'est pas de savoir comment comprendre l'expérience utilisateur, mais comment utiliser ces données pour essayer d'augmenter l'expérience utilisateur. Et nous proposons d'utiliser le biofeedback. Celui-ci est défini par l'Association pour la psychophysiologie appliquée et le biofeedback comme un processus qui permet à un individu d'apprendre comment changer son activité physiologique avec pour objectif d'améliorer sa santé et ses performances. Plus simplement défini par Riedel comme un système qui reconnaît l'état physiologique d'un utilisateur et s'adapte en temps réel à partir de cette information. Ainsi donc, à partir de données physiologiques, nous allons être en mesure de déterminer l'état psychophysiologique d'un utilisateur et de lui induire une émotion ou un comportement attendu. Le biofeedback a déjà été utilisé dans des expériences interactives, notamment dans la littérature, dans les travaux de Gilead, qui proposent des modes de jeu affectifs basés sur l'utilisation des données physiologiques. Dans des applications grand public, il a été utilisé notamment dans le jeu d'horreur augmenté par physiologie Nevermind, ou encore dans l'escape game collaboratif en réalité virtuelle Mutation, où les données physiologiques vont permettre d'affecter le comportement des ennemis et l'utilisation des objets. Il est composé de 2 fonctions principales, donc un biofeedback direct, où l'utilisateur va être acteur de ces données physiologiques, et un biofeedback indirect, où le système va recevoir les données de l'utilisateur et s'adapter en fonction, sans que nécessairement l'utilisateur soit au courant de ces modifications. Et en réalité virtuelle, il a été utilisé, notamment dans les travaux de Day, pour essayer d'augmenter le sentiment d'empathie et la collaboration dans des expériences partagées. Si nous en revenons à notre modèle, nous allons pouvoir y ajouter le biofeedback, non pas comme une composante de l'expérience utilisateur, mais comme un facteur affectant cette dernière. En effet, Knack ainsi que Noguera ont démontré qu'il y avait un effet significatif positif de l'inclusion d'un biofeedback sur le sentiment d'engagement dans des expériences vidéoludiques et des expériences immersives. Fortement lié à la notion de biofeedback, nous pouvons noter le sentiment d'auto-efficacité, défini par le psychologue Bandura comme la croyance que l'on a en sa capacité à réaliser une tâche. Il étend cette définition jusqu'au contrôle de l'état physiologique et de nos états émotionnels. Lié aussi à ce sentiment d'auto-efficacité, nous notons le locus de contrôle, qui se définit simplement comme l'attribution interne ou externe des causes de ce qui nous arrive. De manière intéressante, Genet, dans ses travaux, a démontré qu'il existait une influence du locus de contrôle sur le sentiment d'agentivité, un locus de contrôle interne permettant l'émergence d'un plus fort sentiment d'agentivité en environnement virtuel immersif. Nous allons donc, dans notre modèle, pouvoir y ajouter le sentiment d'auto-efficacité physiologique. Le biofeedback, de par sa capacité à permettre aux participants de
prendre contrôle de leurs données physiologiques va permettre de changer la position de leur locus de contrôle, affectant ainsi leur auto-efficacité physiologique. L'auto-efficacité physiologique ayant un effet sur le sentiment d'agentivité dans les environnements virtuels, comme l'ont démontré Weirdmister et Perpa. Nous avons donc construit notre modèle partiel que nous nommons immersion physiologique, où l'inclusion d'un biofeedback dans une expérience de réalité virtuelle va permettre d'affecter le sentiment d'engagement, mais aussi le sentiment d'incarnation, de par une modification du sentiment d'agentivité. Cependant, l'utilisation des données physiologiques est encore limitée aujourd'hui par les outils de captation traditionnels, ceux-ci étant généralement trop chers, trop encombrants et trop sensibles aux artefacts de mouvement. En parallèle, les wearables, eux, sont devenus de plus en plus distribués et de plus en plus abordables. Ils offrent aujourd'hui une précision suffisamment haute pour des applications de divertissement et de sport, bien que celles-ci ne soient pas médicales. Et ils commencent à être intégrés dans des expériences de réalité virtuelle, notamment dans les travaux de Munoz et de Marine Morales. À partir de cela, et pour répondre à nos questions de recherche, nous avons décidé de mettre en place 2 études empiriques utilisant des jeux vidéo, Lévy ayant démontré que ces derniers étaient des outils utiles pour l'étude de l'expérience utilisateur. Nous réalisons donc une première étude avec un biofeedback indirect pour évaluer l'intérêt d'utilisation des wearables dans une expérience de réalité virtuelle et pour observer les effets d'un biofeedback indirect sur l'expérience utilisateur. Notre deuxième étude, elle, se basera sur un biofeedback direct pour étudier la faisabilité de l'utilisation du rythme cardiaque comme une mécanique d'interaction et étudier les effets de cette mécanique sur les sentiments d'agentivité et d'engagement. Passons maintenant à notre première étude. Comme nous l'avons vu, il existe un lien entre le biofeedback et l'engagement, ainsi qu'entre la présence et l'engagement. De plus, Gélin, comme Chatoke, ont démontré qu'il existait une relation entre les émotions et le sentiment de présence. Les émotions, de par leur effet sur notre système nerveux autonome, sont naturellement liées à l'utilisation d'un biofeedback. Ainsi donc, nous décidons de proposer une expérience immersive augmentée via le rythme cardiaque, avec un biofeedback centré sur la peur, cette émotion étant l'une des plus simples à induire en environnement virtuel immersif et ayant des effets immédiats. Nous proposons donc un jeu d'horreur où plus le participant aura peur, plus l'expérience deviendra complexe. Pour ce faire, nous utilisons un système de réalité virtuelle HTC Vive couplé avec un bracelet connecté MioLink, bracelet fonctionnant grâce à de la photoplétismographie, de la pulsation de lumière verte, qui va nous permettre d'enregistrer une estimation à environ toutes les secondes du nombre de battements par minute de notre utilisateur. Laissez-moi maintenant vous présenter une rapide vidéo de notre expérimentation. Celle-ci se déroule dans un manoir habité par une créature. Au début de l'expérience, une voix va expliquer aux participants le contexte ainsi que les mécaniques. Une fois qu'il aura fini d'écouter, il va pouvoir fermer les portes ainsi que la boîte à musique disposée sur la cheminée. Une fois cela fait, la nuit va tomber. L'objectif pour l'utilisateur étant de survivre pendant l'intégralité de la nuit. Durant la nuit, les portes et la boîte à musique vont continuer à s'ouvrir de manière répétée et aléatoire tout au long de l'expérience. La nuit dure en tout et pour tout 5 minutes. L'utilisateur va devoir alors refermer les portes et la boîte à musique pour maintenir le bruit au minimum, la créature habitant le manoir étant attirée par le bruit. Une fois que la créature va apparaître, elle va commencer à se diriger vers l'utilisateur de l'une des 3 entrées de la pièce de manière aléatoire. Celui-ci va devoir alors essayer de la chasser avec sa lampe torche et l'application reprend son cours normal. Si l'utilisateur arrive à survivre pendant l'intégralité des 5 minutes, eh bien, le soleil se lève et l'application prend fin. Cependant, si celui-ci n'arrive pas à chasser la créature à temps, celle-ci l'attaque et on considère que le jeu a été échoué. Pour proposer une application adaptée à chacun de nos participants, il était nécessaire de réaliser dans un premier temps une calibration de leur rythme cardiaque. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des travaux de Decker et Champion ainsi que de Noguera. Nous enregistrons donc 150 valeurs de rythme cardiaque sur une durée de 2 minutes 30, durant laquelle les participants écoutent la musique Union Weightless, dont le rythme particulier et les basses élevées lui permettent d'obtenir un rythme cardiaque proche de sa valeur au repos. Nous calculons ensuite une moyenne de ces valeurs pour obtenir la valeur calibrée de notre participant. Plus le rythme cardiaque de notre participant va augmenter par rapport à sa valeur de calibration, plus la difficulté va augmenter. Dans un premier temps, l'environnement sera plus sombre et les événements aléatoires seront plus fréquents, à savoir l'ouverture des portes et de la boîte à musique. Il entendra ensuite un bruit de battement cardiaque
celui-ci devenant plus fort et plus rapide. Et enfin, il aura une réduction de son champ de vision, celui-ci pouvant être potentiellement pleinement obstrué si son rythme cardiaque continue d'augmenter. Si l'utilisateur arrive à faire redescendre son rythme cardiaque en dessous des différents paliers, eh bien, les mécaniques de jeu reprennent leur fonctionnement normal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'augmentation de la difficulté si sa valeur est proche de sa valeur calibrée. Dans cette expérimentation, nous opposons deux conditions de passation. Une avec biofeedback, où les participants sont informés de l'utilisation de leurs données physiologiques, et une sans biofeedback. Nous enregistrons des données sur des sous-métriques de l'engagement issues de questionnaires de la littérature, à savoir la nouveauté perçue, l'utilisabilité, l'implication et la concentration. Nous enregistrons aussi des informations sur le confort d'utilisation du bracelet, des questions de comparaison entre les deux expérimentations et sur l'intérêt de l'utilisation du biofeedback. En termes de données objectives, nous enregistrons la durée de l'expérience et sa complétion, les relevés de rythme cardiaque ainsi que le nombre de pertes de connexion du bracelet. L'expérimentation se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, les participants vont répondre à un questionnaire pré-expérimentation pour obtenir des données démographiques. Ils vont réaliser la calibration, puis la première passation, dans la condition dans laquelle ils ont été affectés, avec ou sans biofeedback. Ils vont ensuite répondre au questionnaire post-expérimentation sur le sentiment d'engagement, avant de réaliser la calibration une nouvelle fois et l'expérimentation dans la condition opposée cette fois-ci. Ils répondront enfin à un questionnaire de comparaison et à un entretien semi-directif. Pour cette expérimentation, nous avons recruté 32 participants expérimentés en réalité virtuelle et principalement des joueurs. Nous avons fait ce choix pour nous prémunir de l'effet waouh inhérent à la découverte de la réalité virtuelle. En effet, les participants ainsi peuvent se concentrer principalement sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre et non pas sur la découverte du média réalité virtuelle. Nous plaçons 17 participants dans le groupe sans biofeedback et 15 participants dans le groupe avec biofeedback. Passons maintenant aux résultats. Nous nous sommes dans un premier temps intéressés à la capacité de contrôle cardiaque de nos participants. Sur les 32 participants, 19 nous ont rapporté avoir essayé de contrôler leur rythme cardiaque durant l'expérimentation. Sur les 13 restants, 8 nous ont rapporté être trop absorbés dans l'expérience pour se concentrer sur cette mécanique, tandis que les 5 restants n'ont simplement pas dépassé les seuils, ne les encourageant pas à essayer de contrôler leur rythme cardiaque. Pour analyser si nos participants avaient effectivement réussi à contrôler leur rythme cardiaque, nous avons comparé les réponses qu'ils nous ont données avec leur relevé de rythme cardiaque. Le sujet numéro 26, par exemple, nous a rapporté avoir essayé de contrôler son rythme cardiaque une ou deux fois durant l'expérimentation. Et effectivement, nous pouvons voir à partir de la 121e seconde qu'il y a une chute significative de son rythme cardiaque sur une durée de temps élevée. Nous avons donc considéré que ce participant avait réussi à contrôler son rythme cardiaque en accord avec les informations qu'il nous avait données. Le sujet numéro 15, lui, nous a rapporté avoir essayé de contrôler son rythme cardiaque durant l'intégralité de l'expérimentation. Cependant, on peut voir que son rythme cardiaque continue d'augmenter au fur et à mesure de l'expérimentation et qu'il n'y a pas de chute significative de celui-ci. Nous avons donc considéré que ce participant n'avait pas réussi à contrôler son rythme cardiaque. Enfin, le sujet numéro 10 nous a rapporté ne pas avoir essayé de contrôler son rythme cardiaque et nous pouvons effectivement constater que son rythme cardiaque continue d'augmenter au fur et à mesure de l'expérimentation. Nous avons appliqué cette méthode à tous nos participants et avons déterminé que sur les 19 participants ayant essayé de contrôler leur rythme cardiaque, 12 avaient effectivement réussi. En termes d'utilisabilité, nous avons noté des différences significatives en faveur de la version non biofeedback, les participants rapportant une utilisabilité perçue significativement plus élevée lorsque le biofeedback n'était pas utilisé dans l'expérimentation. De plus, nous notons un temps de survie significativement différent, les participants bénéficiant du biofeedback ayant survécu en moyenne moins longtemps que les participants sans le biofeedback. En termes d'implication, nous n'avons pas noté de différences significatives et des résultats similairement élevés dans les deux conditions de passation. Nous avons donc décidé d'isoler les participants du groupe avec biofeedback et dans ce groupe de comparer les participants ayant essayé de contrôler leur rythme cardiaque avec les participants n'ayant pas essayé de contrôler leur rythme cardiaque. Et nous obtenons les résultats suivants. Nous notons un sentiment d'implication significativement plus élevé lorsque les participants essayent de contrôler leur rythme cardiaque sur notre item FI5 et sur les items FI1 et FI2, des tendances montrant un niveau d'implication plus élevé pour les participants ayant essayé de contrôler leur rythme cardiaque par rapport aux participants n'ayant pas essayé de contrôler leur rythme cardiaque. Nous pouvons rapporter ces résultats avec un témoignage d'un participant nous disant se sentir comme dans une histoire qu'il écrivait lui-même plutôt que dans une expérience préécrite, démontrant l'intérêt du biofeedback, celui-ci proposant une expérimentation plus personnelle et donc plus engageante. En termes de fiabilité et de confort, les participants ne nous ont pas rapporté d'inconfort provoqué par le bracelet. Et sur nos 32 participants, 29 n'ont jamais prêté attention au bracelet durant l'intégralité de l'expérimentation. Nous notons aussi aucune déconnexion sur les 64 passations que nous avons réalisées et très peu de valeurs considérées comme aberrantes dans les relevés de rythme cardiaque. En conclusion de cette étude, nous avons démontré que la présence du wearable ne dérangeait pas l'utilisateur, ne provoquant pas de problème de confort dans le système, que celui-ci permettait d'obtenir des mesures suffisamment qualitatives pour être utilisées dans des expériences de réalité virtuelle, que les participants étaient partiellement capables d'influencer leur rythme cardiaque durant le jeu,
et que l'addition du biofeedback modulait la difficulté de prise en main, le rendant plus difficile à maîtriser. Et si nous ne pouvons pas démontrer directement que l'introduction du biofeedback a augmenté l'implication utilisateur, lorsque cette mécanique est pleinement prise en compte, eh bien, nous notons des résultats significativement plus élevés pour les participants ayant le biofeedback. Passons maintenant à notre deuxième étude. Celle-ci sera séparée en deux sous-études. Comme nous l'avons vu précédemment, le biofeedback prend son intérêt lorsqu'il est pleinement pris en compte par nos participants. Ainsi, nous souhaitons proposer un contrôle cardiaque volontaire comme mécanique d'interaction et non plus comme une mécanique additionnelle. Il a été démontré qu'il est possible de contrôler volontairement son rythme cardiaque par modulation de l'activité respiratoire et qu'une phase d'entraînement sous forme de schéma respiratoire à suivre aide à acquérir un meilleur contrôle cardiaque, celui-ci étant aussi amélioré par l'addition du biofeedback. Ainsi, nous souhaitons quantifier le niveau de compétence du contrôle cardiaque de nos participants en leur proposant une application sous forme d'une série d'exercices de contrôle cardiaque. Pour ce faire, nous avons développé une application en 3 phases. Une première phase de calibration, basée sur la même méthode que celle de notre première étude, et une seconde phase dite d'entraînement. Durant cette phase, les participants vont devoir essayer de suivre un rythme respiratoire, représenté à l'écran en haut à gauche sous forme d'une icône de poumon qui va grandir et rétrécir selon un rythme précis. L'objectif pour les utilisateurs étant de constater l'effet de ces changements de rythme respiratoire sur leur rythme cardiaque, celui-ci étant affiché au centre de l'écran sous forme d'un graphe. Une fois cette phase terminée, les participants vont réaliser une série de 8 exercices de contrôle cardiaque, 4 exercices en accélération et 4 exercices en ralentissement du rythme cardiaque. Chaque exercice dure 1 minute 30 et au début de chaque exercice, une zone verte, zone cible, va apparaître à l'écran. L'objectif pour l'utilisateur est de maintenir son rythme cardiaque dans la zone cible pendant un maximum de temps. Celle-ci est située au-dessus pour une accélération du rythme cardiaque et en dessous pour une réduction du rythme cardiaque. L'ordre des exercices proposés est partiellement aléatoire. Et pour mieux quantifier la capacité de nos participants à contrôler leur rythme cardiaque et déterminer les niveaux acceptables de contrôle, nous avons proposé une augmentation de la difficulté au fur et à mesure des exercices, en accélération du rythme cardiaque et aussi en ralentissement. Pour cette expérimentation, nous avons recruté 57 participants et avons enregistré le temps qu'ils ont passé dans les différentes zones cibles. Et nous obtenons les résultats suivants. Donc, le temps moyen passé dans la bonne zone semble suivre une distribution normale. À partir de ces informations, nous avons été en mesure de noter que les participants éprouvaient des difficultés au contrôle cardiaque au-delà du second palier de difficulté. À partir de cela, nous avons calculé une fourchette acceptable et, sous forme de quartile et avons réalisé une première classification de nos participants en accélération et en ralentissement du rythme cardiaque. À partir de ces résultats, nous avons considéré que les participants n'ayant pas dépassé la moitié du premier quartile étaient considérés comme non capables de contrôler leur rythme cardiaque. Nous obtenons donc un second panel, réduit cette fois-ci, pour effectuer une meilleure classification. Et nous obtenons les résultats suivants. À partir de ces données, nous avons été capables de réaliser une pleine classification de nos participants, donc les 21 participants n'ayant pas réussi à contrôler leur rythme cardiaque, et les autres participants étant classifiés de faiblement capables jusqu'à exceptionnels dans le contrôle de leur activité cardiaque. À partir de ces informations-là, nous avons décidé donc de proposer une expérience en réalité virtuelle où le contrôle volontaire cardiaque sera une mécanique d'interaction. Notre objectif est d'étudier l'effet de cette mécanique sur les sentiments d'engagement et d'agentivité. Donc nous proposons un jeu en réalité virtuelle où le rythme cardiaque est l'unique mécanique d'interaction. Nous basons cette expérimentation sur un modèle similaire à la première partie de cette étude, à savoir 8 niveaux de contrôle, 8 niveaux durant lesquels il va falloir faire soit accélérer, soit ralentir son activité cardiaque. Pour cette expérimentation, nous avons utilisé un système de réalité virtuelle HTC Vive couplé encore une fois avec un bracelet MioLink. Passons maintenant à une rapide présentation vidéo. Cette expérimentation est inspirée du jeu vidéo Portal et se déroule dans un environnement futuriste. Au début, le drone présent dans la pièce va expliquer aux participants le contexte et les mécaniques d'interaction. Celui-ci va pouvoir alors marcher vers le téléporteur et passer dans les différentes salles. Dans chacune des salles, l'utilisateur va disposer d'1 minute 30 où il va devoir faire soit accélérer, soit ralentir son rythme cardiaque pour être dans la zone cible, celle-ci étant toujours affichée à l'écran. Les mécanismes vont alors se déclencher au fur et à mesure, permettant l'activation du téléporteur pour que le participant puisse passer à la pièce suivante. Si celui-ci échoue dans les 1 minute 30, il est automatiquement téléporté dans la pièce suivante et nous considérons qu'il a échoué ce niveau.
Dans cette pièce, par exemple, le participant va devoir faire réduire son rythme cardiaque, ce qui va entraîner une réduction de la fumée présente dans la pièce jusqu'à l'activation du téléporteur. Dans celle-ci, il va devoir faire accélérer son rythme cardiaque, cela activant le pont mouvant, lui permettant de rejoindre l'autre côté de la pièce et donc le téléporteur. Pour l'accélération du rythme cardiaque, nous avons proposé donc que les participants atteignent leur valeur de calibration plus 20 battements par minute, et pour le ralentissement du rythme cardiaque, qu'ils atteignent leur valeur de calibration et moins. Nous proposons aussi une interaction spécifique logique en fonction du niveau, Groengress ayant démontré que ce type de mécanique permettait un meilleur sentiment d'appartenance des participants à l'environnement virtuel. Nous avons recruté les participants de la première partie de notre étude en fonction de leur disponibilité et pour obtenir une répartition homogène de leurs compétences, en fonction de leurs compétences au contrôle cardiaque. À partir de ces différents participants, nous avons été en mesure de former deux groupes. Le groupe low control, constitué des participants n'ayant pas réussi à contrôler leur rythme cardiaque et des participants moyennement compétents dans le contrôle du rythme cardiaque. Et le groupe high control, composé des participants fortement compétents et des participants exceptionnels dans le contrôle de leur activité cardiaque. Dans cette expérimentation, nous opposons donc deux niveaux de compétences, le groupe faible contrôle, low control, et le groupe haut contrôle, high control, ainsi que deux conditions de passation basées sur la difficulté. Une difficulté normale, où les participants vont devoir maintenir leur rythme cardiaque dans la zone cible pendant 10 secondes en cumulé, et une difficulté élevée, où ce temps sera de 20 secondes. Nous enregistrons des informations sur des sous-métriques de l'engagement, issues de questionnaires de la littérature, à savoir l'utilisabilité, l'implication, la satisfaction personnelle et la concentration. Et en termes d'agentivité, nous nous inspirons des travaux d'Argelaguet et de Goris. En termes de données subjectives, nous enregistrons les réponses au questionnaire, le niveau de motivation par rapport à l'expérimentation précédente, le ressenti général sur la difficulté et la difficulté que les participants ont préférée. Et en termes de données objectives, la durée combinée de complétion des 8 niveaux, ainsi que le nombre de niveaux échoués. L'expérimentation se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, les participants vont répondre à un questionnaire pré-expérimentation pour obtenir des informations démographiques. Ils vont ensuite réaliser la calibration et la passation dans la première condition, en difficulté normale systématiquement. Ils vont ensuite répondre au questionnaire post-expérimentation sur le sentiment d'engagement et d'agentivité, avant de réaliser une nouvelle fois la calibration et la passation, cette fois-ci en difficulté élevée. Ils vont ensuite répondre au questionnaire post-expérimentation une nouvelle fois sur les sentiments d'engagement et d'agentivité, avant de conduire un entretien semi-directif. Passons maintenant aux résultats de cette expérimentation. Voici un tableau récapitulatif des principaux résultats que nous avons obtenus au cours de cette expérience. Pour l'analyser, nous avons réalisé une ANOVA mixte, nous permettant d'analyser les effets d'interaction entre le niveau de difficulté et le niveau de compétence des participants. Nous allons maintenant détailler ces résultats. En termes d'utilisabilité, nous avons noté un effet substantiel de la difficulté sur l'utilisabilité, les participants rapportant une utilisabilité perçue significativement plus élevée lorsque la difficulté est normale par rapport à la difficulté élevée. De plus, nous notons un effet de la compétence, les participants du groupe high control rapportant des niveaux d'utilisabilité significativement plus élevés dans les deux conditions par rapport aux participants du groupe low control. En termes d'implication, nous notons une interaction significative de la difficulté et de la compétence. En effet, les participants du groupe high control rapportent un niveau d'implication significativement plus élevé lorsque la difficulté est élevée par rapport à la difficulté normale. De plus, ils rapportent aussi une tendance pour une implication plus forte par rapport aux participants du groupe low control lorsque la difficulté est élevée. Enfin, nous n'observons pas de différence significative pour les participants du groupe low control, ceux-ci rapportant des réponses diverses. Nous pouvons potentiellement expliquer ces différences intra-groupes par la répétition de l'expérimentation. En effet, un participant nous ayant rapporté que pendant la deuxième passation, il pouvait mieux profiter de l'environnement du jeu et que c'était plus challengeant et qu'il se sentait donc plus engagé. Tandis qu'un deuxième participant nous a rapporté avoir préféré la première passation parce qu'elle permettait plus la découverte de l'environnement, tandis que la deuxième était moins engageante, n'étant qu'une simple répétition. En termes de gratification, nous notons que le niveau de difficulté élevé a permis aux participants de rapporter des niveaux de gratification significativement plus élevés. Ceci est particulièrement observable pour les participants du High Control Group, ceux-ci rapportant des niveaux de gratification plus élevés lorsque la difficulté est élevée par rapport à la difficulté normale. Un participant nous rapportant que la seconde passation était plus difficile et que donc la difficulté était plus satisfaisante.
nous n'observons pas de différence entre les deux niveaux de difficulté pour les participants du groupe low control, ceux-ci ayant des avis effectivement partagés. En termes de concentration, nous observons une influence significative du niveau de difficulté, les participants rapportant une concentration plus élevée lorsque la difficulté est élevée par rapport à la difficulté normale. Et nous observons une interaction significative entre la compétence et le niveau de difficulté. En effet, les participants du groupe low control rapportant des niveaux de concentration plus élevés lorsque la difficulté est normale, tandis que les participants du groupe high control, eux, rapportent un niveau de concentration plus élevé lorsque la difficulté est élevée. Sur ces différentes métriques de l'engagement, nous pouvons nous rapprocher du modèle du flow de Csikszentmihalyi. En effet, un utilisateur va atteindre cet état de plein engagement et de pleine concentration lorsque la difficulté sera en accord avec ses compétences, ce que nous pouvons observer dans nos résultats. Enfin, en termes d'engagement, nous notons une tendance de l'influence du niveau de compétence sur l'agentivité, les participants du groupe high control rapportant des niveaux d'agentivité significativement plus élevés que les participants du groupe low control, et ce dans les deux niveaux de difficulté. Les participants du groupe low control, eux, rapportant des niveaux d'agentivité significativement plus élevés lorsque la difficulté est normale par rapport à la difficulté élevée. Et enfin, en général, les participants du high control group, eux, rapportent un niveau d'agentivité plus élevé que les participants du low control group, ce qui est particulièrement observable lorsque la difficulté est élevée. Sur ces différents résultats, nous pouvons nous rattacher au témoignage d'un des participants, nous ayant dit avoir le sentiment d'être pleinement transposé dans l'environnement. Il avait le sentiment d'avoir un double virtuel physicalisé qui avait un réel impact. Nous pouvons mettre en perspective notre modèle de l'immersion physiologique. En effet, l'inclusion du biofeedback va permettre l'émergence d'un plus fort sentiment d'engagement, mais aussi d'un plus fort sentiment d'incarnation, de par une modulation de l'agentivité. En conclusion de cette étude, nous avons démontré que l'utilisation du biofeedback cardiaque direct était une mécanique de jeu engageante. En effet, nos participants nous ont rapporté dans les différentes métriques de l'engagement des résultats élevés, et ce dans les deux conditions de difficulté. Nous notons aussi que le sentiment d'engagement est positivement lié au niveau de maîtrise du contrôle cardiaque, les participants du groupe high control nous rapportant des niveaux d'engagement significativement plus élevés que les participants du low control group, et enfin que l'utilisation du biofeedback cardiaque direct, volontaire, provoquait un sentiment d'agentivité lié à la compétence. Les participants, encore une fois, du groupe high control rapportant des niveaux d'agentivité significativement plus élevés que les participants du groupe low control. En conclusion de toutes ces études, nous allons, dans un premier temps, tenter de répondre à nos questions de recherche. À savoir, quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation des wearables dans une expérience de réalité virtuelle immersive. Eh bien, nous avons été en mesure de démontrer la qualité et la robustesse des relevés dans notre cadre d'étude et avec l'outil que nous avons utilisé, que celui-ci était non intrusif et s'intégrait facilement dans une expérience de réalité virtuelle complète. Et s'il n'offre aujourd'hui pas une précision médicale et que les données qu'il nous renvoie sont relativement simples, il offre de nouvelles perspectives de captation, avec notamment l'avènement de bracelets se targuant d'être capable de calculer en temps réel l'état émotionnel d'un utilisateur. L'activité cardiaque peut-elle être une mécanique d'interaction en environnement virtuel immersif ? Bien, nous avons montré la capacité de nos utilisateurs à influencer leur rythme cardiaque, partiellement dans notre première étude et pleinement dans la seconde, que le transfert des capacités de contrôle vers une mécanique d'interaction directe fonctionnait. En effet, nos participants ressentant un fort niveau d'agentivité lorsque le rythme cardiaque est l'unique mécanique d'interaction. Et enfin, que cette capacité au contrôle était-elle améliorée par l'utilisation de la réalité virtuelle. Et enfin, quels sont les apports et modalités d'une boucle de rétroaction physiologique cardiaque sur l'expérience utilisateur en environnement virtuel immersif ? Bien, nous avons démontré l'influence positive du biofeedback sur le sentiment d'engagement, que celui-ci permettait d'influer le sentiment d'auto-efficacité et donc le sentiment d'agentivité, et qu'il avait de potentiels effets sur le sentiment de présence, de par une augmentation du sentiment d'engagement, mais aussi du sentiment d'incarnation, et donc de présence de soi. En termes de contribution, nous avons démontré l'intérêt de l'utilisation du biofeedback indirect ou direct dans des expériences de réalité virtuelle immersive. Nous proposons notre modèle théorique immersion physiologique, et en termes de contribution technique, notre système de calibration, ainsi que notre méthode de mesure de la capacité au contrôle cardiaque. Ces différents résultats étant potentiellement les premières briques dans l'intégration pour des futurs travaux chez Eon Reality, notamment dans leur suite d'applications pour la formation, Virtual Trainer, ou encore pour des applications liées à la sécurité. Ces travaux ont aussi fait lieu de publications dans des journaux internationaux, donc un journal actuellement soumis et en cours de soumission, et dans des conférences internationales, notamment la conférence I3EVR, où je vais avoir la chance dans 2 semaines d'aller présenter les premiers résultats de ma seconde étude.
En termes de travaux futurs, je prévois de poursuivre les travaux sur l'approfondissement du modèle immersion physiologique et notamment d'essayer de comprendre l'apport du biofeedback directement sur le sentiment d'incarnation, de tenter d'inclure d'autres signaux physiologiques tels que la microsudation ou encore l'activité respiratoire et d'autres outils de captation, et dans un futur plus lointain, d'explorer les capacités des wearables pour de la captation inertielle en réalité virtuelle, et notamment pour proposer des métaphores de navigation ou d'interaction plus directes. Je vous remercie de votre attention et je me fais un plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci d'avoir respecté les temps. Donc maintenant, c'est le tour des questions. Et on va commencer par le premier rapporteur, Domitil Lourdeau, qui est donc maître de conf à l'UTC. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les encadrants de m'avoir invité à ce jury de thèse parce que je trouve le sujet vraiment passionnant. Et donc, j'ai trouvé que le travail que vous avez réalisé était vraiment très, très intéressant avec une contribution très pertinente. Alors, j'ai apprécié le mémoire qui était très agréable à lire et donc qui donne un effet positif sur le travail. La soutenance était à l'image du mémoire. J'ai apprécié les petites vidéos là, du jeu parce que je ne m'étais pas rendu compte réellement du jeu, donc ça apporte un éclairage. Donc voilà, donc, les études que vous avez menées apportent des résultats qui sont indéniables et qui soulèvent des questions aussi, qui soulèvent notamment des questions parce qu'on a envie de creuser, d'en savoir plus. Donc j'ai un ensemble de questions et de remarques. Alors, je vais commencer par une remarque que je n'ai pas retrouvée là dans votre soutenance, qui était un peu des éléments que vous avez mis, des hypothèses sur la synchronie, justement, grâce au biofeedback et à ce modèle d'incarnation. Alors, je ne sais pas, du coup, comme vous n'en avez pas du tout parlé, peut-être dire en fait, deux mots. Je me suis appuyé sur les travaux sur les conclusions de Weird Mister, si je ne dis pas de bêtises, où il travaille sur donc l'utilisation des BCI, Brain Computer Interface, et ils essaient de mettre en synchronie différents utilisateurs dans des applications de méditation pour essayer de voir les effets sur le sentiment d'incarnation. Nous, dans notre étude, étant donné que nous ne travaillons pas sur les côtés présence sociale, c'était plus complexe d'essayer d'obtenir cette synchronie entre différents utilisateurs et nous nous sommes principalement concentrés sur l'utilisation du biofeedback comme une mécanique d'interaction. Donc ce serait plutôt dans des perspectives où utiliser le biofeedback non pas pour une interaction mais pour essayer d'obtenir cet effet d'identification entre le participant et ses données physiologiques. Alors aussi, parce que donc j'avais vu des travaux qui montraient qu'ils utilisaient le biofeedback, non pas pour donner des informations réelles, mais de tricher sur en fait donc un faux rythme cardiaque. Donc par exemple, on est stressé, mais finalement on montre qu'on ne l'est pas. Et donc je me demandais si juste ça pouvait du coup améliorer le sentiment d'auto-efficacité et que du coup ça augmentait du coup l'engagement sans avoir à utiliser le vrai rythme, enfin le vrai stress en fait. Et voilà, je voudrais votre avis sur ce point. J'ai effectivement aussi lu une partie, des travaux sur ce sujet-là. La difficulté d'utiliser ce genre de technique, c'est de mesurer, je pense, les biais, principalement les biais qui vont être liés à quel point le fait qu'on soit trompé dans nos données physiologiques va nous permettre, va corriger automatiquement nos réactions et non pas du coup nous permettre de prendre un contrôle volontaire. Je ne sais pas si à long terme, les utilisateurs, en l'absence de ces outils-là, seront quand même capables de ressentir un fort sentiment d'auto-efficacité et donc de reprendre un contrôle sur leur physiologie. Je vais revenir après sur ce point. Aussi, ce qui m'a manqué dans votre travail, en fait, c'était un lien avec différents types des personnalités. Parce que je pense que, en fait, on ne réagit pas du tout pareil au stress, ni au type de stresseur. Donc, il y a des gens qui sont moins facilement influençables
par le stress, et puis il y en a qui vont être stressés par un cri, des sons stridents, et puis d'autres, ça va être, je ne sais pas, la nouveauté, ce genre de choses. Et du coup, je regrette que vous n'ayez pas fait ça dans vos évaluations, peut-être parce que je pense que ça peut expliquer certains de vos résultats. Et ça aurait été intéressant. Voilà, pourquoi vous n'avez pas travaillé sur ce point? Alors, notamment sur la première expérimentation, on a enregistré, donc dans le questionnaire démographique, on se renseignait sur les préférences cinématographiques et vidéoludiques de nos participants, pour essayer de savoir s'ils avaient une affinité notamment avec les jeux d'horreur ou les films d'horreur. Et nous n'avons pas constaté de différence significative par rapport à ces différents résultats. De plus, c'est aussi l'une des limites de l'utilisation des objets connectés que j'ai noté, enfin en tout cas dans le cadre de mon étude, c'est la simplicité des données auxquelles on a accès. Notamment un participant dans la première étude qui nous disait que si on détecte, lui par exemple, étant complètement désensibilisé aux jeux d'horreur, n'a absolument pas réagi, son rythme cardiaque n'a pas du tout augmenté durant l'expérience. Et il nous a proposé la mécanique inverse. Si on détecte qu'il ne réagit pas, ben on va lancer un jumpscare pour essayer de le faire réagir et donc de l'engager un peu plus. Ça fait partie des limites des objets, enfin des technologies qu'on utilise. Avec des objets potentiellement plus précis ou permettant d'avoir accès à des données plus précises, il serait possible d'avoir une analyse non pas binaire de l'émotion, à savoir on sait qu'on induit un sentiment de peur, on va le récupérer lorsque le rythme cardiaque augmente uniquement. Et on ne pourra pas déterminer s'il s'agit de stress, de peur ou si simplement les participants s'ennuient. Donc c'est aussi une des limites de nos travaux et des outils qu'on utilise pour le moment. Oui, donc c'est le manque en fait de précision sur le capteur. Du coup, ça sert. Vous pensez que ça sert pas à grand chose d'identifier des gens. On appelle ça des gens mindful, les gens qui résistent vraiment bien au stress, comme les intervenants du GIGN ou ce genre de choses. Bon, peut-être que vous n'avez pas eu dans les participants, mais je pense qu'il y a vraiment, à part les opposés, des différentes catégories. Et bon, enfin, je pense que ça serait intéressant à creuser. Justement, alors je vais revenir sur le ressenti. Donc aussi... en fait, bon, alors, je trouve ça intéressant d'utiliser le MIO et je trouve que vos résultats sont intéressants parce que moi j'avais testé et j'avais rien réussi à en faire. Donc vous me prouvez qu'on peut. Alors pourquoi? Parce que moi j'avais vraiment beaucoup de perturbations par rapport au mouvement. Donc visiblement vous arrivez quand même à avoir des informations. Bon, alors c'est vrai que du coup c'est pas précis et alors, ce qui m'embête quand même, c'est que, alors, on ne peut pas voir si c'est quel type d'émotion ou, bon, là, ça pourrait être juste le rythme cardiaque qui peut augmenter juste parce qu'il y a du mouvement. Ça peut être aussi, je pense, des problèmes de cinétose, de mal du simulateur, qui peuvent provoquer, pareil, une augmentation du rythme cardiaque. Donc je pense que c'est difficile avec le MIO de différencier tout ça, comme même des capteurs un peu plus fiables de rythme cardiaque, de CG. Et alors du coup, je trouve ça quand même dommage aussi que vous n'ayez pas validé par rapport à des capteurs plus fiables et qu'en fait, vous avez fait une corrélation par rapport à du ressenti. Parce que je pense que les gens ne sont pas forcément... Enfin, nous, on a fait une étude avec l'IRBA qui montre que les gens se trompaient sur leur ressenti. Donc, ils pensaient ne pas être stressés, alors qu'ils l'étaient, réellement. Du coup, bon, est-ce que vous avez quand même fait quelques tests avec un autre capteur? On n'a pas fait de tests avec d'autres capteurs. C'était pour limiter, notamment avec des capteurs plus précis, c'est pour limiter l'encombrement. Pour nous, enfin, moi personnellement, en tout cas, l'intérêt de l'utilisation de la réalité virtuelle, c'est aussi de permettre aux utilisateurs d'être pleinement libres de leur mouvement. Rajouter des capteurs encombrants ou limitant le sentiment d'immersion en provoquant une gêne de par l'addition d'autres capteurs va aussi casser cette sensation et du coup le ressenti de l'expérience pour les utilisateurs. C'est aussi c'est un choix qu'on a fait, qui est discutable, bien évidemment. Après, on a fait notre choix en se basant sur la littérature démontrant, notamment les travaux de Wang, démontrant la qualité des relevés de bracelets type MIO.
Et la deuxième partie de la question. Comment être sûr que ce n'est pas lié à autre chose En termes de cinétose, typiquement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi des gens habitués à la réalité virtuelle, qui ont l'habitude de mettre des casques, d'utiliser des casques, etc. C'est aussi pour se prémunir de ce genre de problème. On a aussi posé la question aux participants dans les questionnaires au début, savoir s'ils étaient sensibles ou non à la cybercinétose, pour essayer aussi de limiter l'impact de cet effet-là sur le rythme cardiaque. Je trouve ça intéressant parce que vraiment, votre méthodo, elle a essayé quand même d'enlever certains biais. Vous avez été assez précis, mais c'est vrai qu'il y a des études, notamment en marketing, où ils sont très très forts sur justement les conditions expérimentales pour éviter les biais. Parce que bon, c'est des questions qui sont délicates et peut-être pour publier après les travaux, je pense que voilà, il faut blinder les résultats. Et donc, sur le ressenti, en fait, ce qui peut être faussé. Est-ce que vous avez... vous n'avez pas montré, il n'y a pas de résultat là-dessus qui montrerait que les gens se sentaient on a fait des observations, donc on a observé les participants durant les passations, pris des notes, etc., aussi sur leur attitude dans le jeu. Donc, voir comment eux, ils réagissaient dans le jeu et aussi, du coup, dans nos questionnaires sur l'engagement, le sentiment de peur ressenti après. Et c'était plus ou moins en accord. On n'a pas fait réaliser de corrélation statistique au vu de nos résultats, mais c'était en accord entre le niveau de peur qu'ils nous rapportaient et l'augmentation de leur rythme cardiaque durant l'expérimentation et aussi les observations que nous avons faites, du coup, quand ils étaient en train de passer l'expérience. D'accord. Et aussi, alors je me demandais, du coup, je ne sais pas si avec le Millau on peut avoir ça, parce que donc, ce qui est intéressant, moi je suis plutôt spécialisée en formation. Du coup, je m'intéresse beaucoup à la question, est-ce qu'on peut apprendre à gérer son stress avec des biofeedbacks plutôt passifs que actifs. Mais en fait, bon, alors il y a le seuil. On augmente le rythme cardiaque, c'est ça que vous avez essayé de mesurer par rapport à la calibration. Oui. Mais il n'y a pas que le seuil, il y a aussi le temps qu'on met à redescendre. Et ça, je pense que c'est aussi une information très importante, et notamment pour s'en servir pour l'adaptation pour le jeu ou après pour de la formation. C'est pas juste le pic, quoi. Oui. On peut avoir un grand pic, et puis si après on redescend assez vite, c'est qu'on peut peut-être y aller plus fort. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une des critiques qu'on m'a faites sur la deuxième étude, notamment sur l'évolution de la difficulté, où on m'a proposé, enfin un des reviewers sur le papier m'a proposé de mettre en place plutôt une difficulté progressive, donc qui va s'adapter non pas en fonction d'une valeur calibrée, mais qui s'adapte au fur et à mesure en fonction de où est l'utilisateur et de où est-ce qu'on attend qu'il soit. Après, effectivement, c'est un choix. Au final, pour moi, il y a les deux versions. En définitive, ça ne correspondait pas vraiment à ce que nous, on voulait étudier, parce que du coup, proposer une difficulté qui s'adapte en fonction de l'utilisateur directement, ça réduisait ça coupait l'effet pour nous du niveau de compétence. On aurait pu constater effectivement que certains participants y arrivaient plus ou moins vite, mais en définitive, tous les participants auraient réussi dans l'épreuve. Il n'y aurait pas eu cette difficulté où là, c'est trop difficile pour les participants et ils n'y arrivent simplement plus. Donc, pour pouvoir avoir nos comparaisons sur la compétence et la difficulté, ça limitait un petit peu... c'était un petit peu différent du modèle qu'on proposait. Je trouve ça super intéressant parce que alors, du coup, pour la formation, je serais très intéressée de faire ce genre d'études parce qu'entre ce qu'on veut améliorer par rapport à l'engagement et ce qui pourrait être efficace sur du long terme. Parce que vous avez beaucoup parlé aussi vous n'avez pas beaucoup parlé, mais vous avez parlé de transfert justement pour de la formation. Mais je pense qu'on ne peut pas juste conclure là. À mon avis, il y a encore beaucoup d'études à mener. Et je serais très intéressée de poursuivre la conversation, mais je vais laisser la parole aux autres. Merci. Merci beaucoup. Merci Domitil. Maintenant, on va passer au deuxième rapporteur, donc Monsieur Jean-Claude Martin, professeur Jean-Claude Martin, qui est de l'Université Paris-Sud.
Merci. Bonjour. Alors, je vais d'abord vous dire bravo pour votre parcours, puisque je sais qu'on s'était croisé à l'UT de Montreuil il y a une dizaine d'années, où vous étiez également en stage. Et donc, bravo pour ce parcours. Je vous félicite aussi pour votre tenue vestimentaire, parce que vous êtes su améliorer au cours des années, contrairement à moi. C'est peut-être seulement aujourd'hui, mais... Alors, donc, plus sérieusement, je voulais vous féliciter pour le manuscrit. Il est vraiment très très bien rédigé. C'est pas toujours le cas. Là, c'est vraiment sincère. Donc, je vous le dis, il est bien structuré. On voit très clairement, enfin, notamment pour la partie état de l'art, ce qui n'était pas gagné, parce qu'en fait, vous abordez de nombreux concepts quand même. Donc, moi, quand je vais la liste des concepts, il y a quand même expérience utilisateur, engagement, émotion, agentivité, incarnation, haute efficacité. Où là, voilà, ça peut faire pas, mais c'est très bien articulé. Et, c'est bien synthétisé, notamment à travers un schéma qui représente le modèle que vous proposez. Donc, on voit bien les contributions significatives et qui peuvent être réutilisées après par les chercheurs de domaine. Donc, bravo. Il y a des petites fautes d'orthographe, mais je vous dirai dans la liste après, vous pourrez les corriger. Alors, j'ai quelques petites questions, plus à discuter entre nous maintenant. Alors tout d'abord j'ai une première question et remarque. Alors ce qui manque un petit peu je pense dans votre thèse, mais c'est lié aussi je pense au déroulement de la thèse, c'est la partie un peu une position sur les émotions, notamment en termes théoriques. Par exemple, alors peut-être on peut regarder ensemble la diapo 42, parce que vous avez un schéma qui est assez clair je trouve. 42. Ouais, 42, il est juste en dessous, là, vous l'aviez. En fait, il y a, voilà, on voit l'évolution temporelle du rythme cardiaque. Oui. Et voilà, donc vous déduisez de ce schéma, par exemple, que la personne a réussi à contrôler son rythme cardiaque, mais on ne sait pas quels sont les événements qui ont eu lieu pendant le jeu à ce moment-là. Par exemple, s'il y a une porte qui s'est ouverte ou si le monstre est arrivé. Et donc, c'est étroitement lié finalement à la théorie des émotions que vous sollicitez ici, quoi. Est-ce que c'est une évaluation cognitive des émotions qui représente une réaction à des événements qui font qu'il y a une personne qui va évaluer la situation comme effrayante et va réagir, ou est-ce que c'est quelque chose donc qui va être ponctuel lié à un événement, ou est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va être un phénomène affectif qui va durer pendant toute la session? La personne va avoir peur de manière homogène pendant toute la session. Voilà, donc je vais voir un peu comment, pour vous, est-ce que c'est plutôt du ponctuel? Comment est-ce que vous mélangez un peu ces différentes dimensions temporelles de ce signal cardiaque? C'est effectivement une des limitations de notre protocole, on va dire, c'est de ne pas enregistrer les événements à l'instant T, nous n'avons pas directement corrélé les événements qui se passaient en jeu avec les relevés de rythme cardiaque. Du coup, c'est une des faiblesses du travail, on aurait pu effectivement essayer de voir si l'augmentation du rythme cardiaque ou la diminution était liée à un événement particulier, à la disparition de la créature par exemple, ou à l'ouverture d'une porte ou de la boîte à musique. Dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constaté, en fonction des réponses des utilisateurs, si le rythme cardiaque avait descendu sur une durée de temps supérieure à 10 ou 20 secondes. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Et si effectivement, en accord avec les réponses qu'il nous donnait, on retrouvait les diminutions de rythme cardiaque, donc s'il l'avait fait 1 ou 2 fois, 3 ou 4, ou durant l'intégralité de l'expérimentation, on pouvait affirmer que l'utilisateur avait réussi dans la tâche qu'il s'était donnée, en tout cas par rapport aux réponses qu'il nous avait apportées. Donc, ça aurait été intéressant effectivement de corréler ça avec un événement à un instant T de l'application pour essayer de voir si effectivement, par exemple, une montée était liée à un événement particulier dans l'application. Alors justement, il y a des définitions qui proposent que la réaction physiologique, c'est une des composantes de l'émotion, de la même manière que le sentiment, quand vous leur demandez s'ils ont eu peur et avec quelle intensité pendant le jeu, c'est aussi le sentiment, donc c'est un autre composant de l'émotion, mais il y en a d'autres également, donc qui peuvent être, ça aurait pu être intéressant de regarder ou éventuellement par la suite. Alors, vous leur avez demandé, en termes de questionnaire sur la peur, vous leur avez demandé quoi exactement? Je ne me souviens plus, est-ce qu'ils ont eu peur ou est-ce qu'ils devaient nommer la catégorie de l'émotion? Parce qu'il pourrait très bien avoir un mélange, on sait bien que
ce type de jeu, ça peut donner des sensations de plaisir et de joie, d'excitation, pas seulement de peur. C'est un peu comme les jeux de roller coaster. Vous vous amusez parce que vous avez peur, quoi. Donc ça peut être un mélange d'émotions positives et négatives finalement. Ça faisait aussi partie dans le questionnaire. Effectivement, l'item FI5 nous renvoie à la sensation de peur à proprement parler. Il y a le FI4, si je ne dis pas de bêtises, qui nous rapporte plutôt à la sensation de plaisir ressenti, le plaisir de jeu. Et aussi dans les entretiens post-passation, nous avons demandé aux participants, nous avons pu discuter avec les participants sur leur ressenti durant l'expérimentation et l'apport du biofeedback, savoir s'ils avaient plus ressenti un sentiment de peur, si ça avait apporté plus de plaisir dans leur expérience de jeu aussi. Et du coup, dans notre questionnaire, en tout cas, on a sur les différences significatives, elles sont uniquement sur le sentiment de peur à proprement parler, mais on peut lier aussi ça à une sensation de plaisir ressenti dans l'expérience de jeu. Une participante notamment nous ayant dit qui était véritablement très effrayée, ça se voyait à son comportement, mais une fois qu'elle a enlevé le casque, elle était ravie d'avoir fait l'expérience et voulait le refaire parce qu'effectivement, elle avait pris plaisir à cette expérience effrayante. Alors, j'en profite justement parce que il y a un point, je n'ai pas discuté dans mon rapport, mais je sais que Domitil avait soulevé un point sur l'éthique, mais là aussi c'est plus un élément en sécurité, quoi. C'est des personnes qui ont un problème cardiaque. C'est un peu limite de leur demander de passer une expérience qui peut être assez effrayante. Et là, dans la vidéo, c'est vrai que c'est assez effrayant. Comment vous envisagez ça? Est-ce que vous posez quand même des questions de sécurité minimum? Quel protocole vous voyez pour ce type de jeu et ces mesures physiologiques? En plus, ce sont quand même des données un peu privées. Vous n'avez pas forcément envie que les gens connaissent votre rythme cardiaque ou que ce soit collecté et réutilisé après. Voilà. Comment est-ce que vous allez considérer ça et éventuellement comment vous envisagez de le faire ultérieurement, ces aspects privacy, éthique et sécurité? Justement, la première chose qu'on a fait dans le protocole de cette expérimentation, c'est de faire signer aux participants une décharge certifiant un document certifiant qu'ils n'avaient pas de problème cardiaque. D'accord. Donc certifiant qu'il n'avait pas de problème cardiaque, etc. Et c'était la condition pour passer l'expérimentation. S'il nous avait dit « j'ai effectivement des problèmes cardiaques » ou « je ne suis pas à l'aise avec les expériences et je connais les risques de la réalité virtuelle » ou « je ne suis pas à l'aise avec les expériences d'horreur », eh bien nous ne les faisions simplement pas passer. Donc dans nos participants, aucun ne nous a rapporté de problème cardiaque. Et en ce qui concerne l'utilisation des données, nous avons posé aussi systématiquement cette question dans les entretiens, à savoir est-ce que ça gênait les participants l'utilisation de leurs données physiologiques étant quelque chose d'extrêmement privé. Et aucun participant ne nous a rapporté de gêne dans ces entretiens. Et tant que l'utilisation de ces données était limitée à l'application, tant qu'elles n'étaient pas utilisées pour analyser leur comportement ou mises sur le net, etc. Tant que c'était cantonné, cloisonné à l'application qu'on utilisait, ils n'étaient pas spécialement dérangés dans l'utilisation de ces données. Pour des applications ludiques, certains ont soulevé des craintes par rapport à cette utilisation-là pour de la formation, parce qu'ils trouvaient ça trop privé dans le cadre professionnel. Après, dans le cadre vidéoludique, ils nous ont dit que ça ne posait pas de problème d'utiliser leurs données physiologiques pour augmenter un jeu, tant que ça restait cloisonné au jeu. Je vous encourage quand même à le mettre plus en relief, parce que c'est vrai dans le manuscrit, vous en parlez pas trop, il me semble, à l'exposé oral non plus, et c'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas tellement ignorer ces questions importantes. Je me suis demandé à un moment donné, mais alors c'est plus après pour d'autres questions que je vais faire suivre après sur le sport. Vous manipulez pas du tout la fréquence cardiaque maximum, que les sportifs connaîtront via des tests d'effort ou ce genre de choses. Parce que cette variation de rythme cardiaque, finalement, elle est aussi liée à ces paramètres physiologiques individuels. Donc là, vous faites une estimation du rythme cardiaque de base. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures individuelles qui pourraient être pertinentes? En tout cas, c'est l'une des limitations du matériel, c'est qu'il nous permet d'obtenir que un nombre de battements par minute. Si on avait accès à l'électrocardiogramme, ou alors on se renseignait sur les participants, si ceux-ci avaient des informations sur leur activité cardiaque, notamment des sportifs, on pourrait effectivement obtenir d'autres types de données et donc d'autres types d'analyses, notamment l'intervalle ou l'écart entre les battements cardiaques, etc. On pourrait obtenir plus d'informations plus précises et du coup en déterminer des résultats plus probants, entre guillemets. C'est aussi l'une des limitations du matériel, c'est que nous, avec le matériel qu'on avait, on a proposé des mécanismes qui fonctionnaient. Ils sont certes
un petit peu limité dans l'analyse, et c'est aussi pour ça que dans le manuscrit, je parle de détection d'émotions binaires. On sait quelle émotion on va induire, on sait comment on est censé la récupérer. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'émotion de l'utilisateur à ce moment-là. Alors, vous ne savez pas forcément quelle émotion vous allez induire, hein, parce que vous aurez peut-être un peu de peur, un peu d'excitation, ils vont peut-être un peu être déprimés par le jeu. Enfin, voilà, ce que vous allez induire, ça peut être assez compliqué, quoi. D'accord. Alors, peut-être après, pour la partie différences interindividuelles, donc, vous avez parlé essentiellement de la capacité à contrôler volontairement ce rythme cardiaque. Donc déjà, je voulais savoir si vous avez une idée ou à quoi vous expliquez, comment vous expliquez ces différences interindividuelles. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de contrôler leur rythme cardiaque et pas d'autres. Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent à contrôler leur respiration? Est-ce que ce serait intéressant de mesurer la manière dont ils respirent, justement, pour voir si ils utilisent cette manière de réguler son rythme cardiaque, comme vous l'avez dit au début de l'exposé, etc. On a effectivement, à la fin de cette expérimentation-là, enfin de l'étude 2.1, demandé aux participants quelle méthode ils avaient utilisée pour essayer de contrôler leur rythme cardiaque. Est-ce qu'ils avaient utilisé une activation physique ou est-ce qu'ils avaient utilisé uniquement la respiration ou d'autres méthodes? Et une partie de nos différences, je pense, viennent de la technique utilisée par les participants. Après, on a aussi des participants qui étaient formés. Une participante qui était formée au contrôle de son activité cardiaque, elle avait suivi des formations et effectivement, elle, par exemple, très bien réussi dans le contrôle de son activité cardiaque. Les différences interindividuelles, elles auraient pu être mesurées, mais du coup, elles ne nous auraient pas forcément permis de faire des groupes de compétences homogènes. On aurait eu du coup des groupes beaucoup plus réduits en fonction des personnes et de leurs compétences innées par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus. Et ça limitait, en fonction du panel, c'était un petit peu limitant pour nous aussi. Donc il y a deux choses. Il y a le fait. Alors j'ai bien aimé la manière dont vous avez découpé en deux votre expérimentation, parce qu'il y a une première évaluation de la capacité à contrôler son rythme cardiaque en dehors de tout contexte, si je veux dire, quoi. Et la deuxième qui fait intervenir une tâche quand même, qui va impacter aussi les émotions, notamment parce que ça met un stress sur l'utilisateur, notamment si c'est difficile versus plus facile. Donc ça va impacter aussi son rythme cardiaque de manière liée à la tâche, quoi. J'ai peut-être une dernière question, peut-être justement sur la généralisation. Si on parle un petit peu de flow, je trouve que c'est un peu exagéré peut-être vu la simplicité de la tâche que vous avez utilisée. Comment est-ce que vous envisagez l'application à d'autres tâches? Par exemple, vous avez parlé d'applications de sécurité dans lesquelles il peut y avoir du stress, mais il y a plein d'applications de stress social. Par exemple, donc passer des entretiens d'embauche ou parler en public, pour lequel il sera intéressant de voir si arriver à contrôler son rythme cardiaque permet d'obtenir de meilleures performances. Donc il y a même des protocoles en psychologie comme le TSST qui ont été définis à partir de ça, avec des expérimentations de type entretien d'embauche. Voilà, donc il y a l'aspect passage à une application plus complexe. J'aimerais que vous discutiez un petit peu de cette partie-là, quoi. Nous, le cœur de notre étude était vraiment principalement centré sur l'étude de l'engagement et du sentiment d'agentivité. Après, dans un futur potentiel de nos applications, on pourrait reprendre ces premiers résultats-là et essayer de les traduire pour des applications à but de formation, notamment médicale ou pour l'entraînement pour le stress. Mais ça nécessiterait aussi une utilisation différente des données et potentiellement des données plus précises sur l'utilisation des données cardiaques, notamment avoir des capteurs plutôt médicaux, parce que là, on va rentrer dans une analyse qui va demander à être plus fine pour déterminer mieux l'état psychophysiologique de l'utilisateur, notamment dans le cadre de la formation au stress, pour prendre la parole en public, etc. Et il y a des études qui ont déjà été menées sur le sujet. Et après, ce genre d'études se concentre pour l'instant peu en fait, sur le sentiment, sur l'expérience utilisateur. Il se concentre principalement sur les résultats obtenus après l'expérience et non pas sur l'expérience en elle-même. Donc potentiellement, en combinant ces deux résultats, en essayant d'améliorer l'expérience utilisateur, on pourrait aussi obtenir un meilleur résultat après formation. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Donc maintenant, on va passer aux examinateurs. Donc le premier examinateur, c'est Monsieur Guillaume Bouillet, maître de conférence à Évry. Merci. Bonjour. Moi aussi, je vais saluer votre parcours parce qu'on s'est aussi croisés à Évry. On dirait que tu es passé.
que vous êtes passé un petit peu partout. Je vais aussi vous remercier pour le manuscrit qui est vraiment très intéressant. On peut avoir un petit peu peur au début en voyant l'étendue des concepts qui sont manipulés ou qui sont traités. Et vous avez réussi à être très pédagogue dans le plan, dans les définitions, l'état de l'art, j'ai trouvé ça très clair. Malgré tout, le modèle proposé était un petit peu frustrant parce qu'il met en relation des concepts avec des flèches. On sait, alors, il y a des flèches dans tous les sens et puis on ne sait pas trop ce qu'elles veulent dire. En essayant moi-même de faire un schéma à partir de l'état de l'art, j'avais un schéma différent. En refaisant ce schéma tout à l'heure dans le train, à partir de la conclusion, j'avais encore un schéma différent. Donc en tout cas, c'est des concepts très compliqués, très imbriqués, et j'ai apprécié la tentative pour essayer d'en proposer une vision claire. Sur la soutenance, je l'ai trouvé très clair également, même plus clair sur cet aspect-là. Vous avez bien cherché à synthétiser. Les diapositives sont très agréables à suivre, ça améliore grandement l'expérience utilisateur. Peut-être que vous auriez pu avoir un meilleur contrôle physiologique du débit vocal. On arrive à mieux intégrer tout ça. Alors je rejoins mes collègues sur pas mal de points, mais je vais me concentrer sur peut-être des points qui ont été moins abordés. Vous avez proposé une définition, ou vous avez repris une définition du biofeedback qui intègre la partie contrôle physiologique, la partie retour sur cette information physiologique, mais également la partie adaptation. C'est-à-dire que vous incluez la partie adaptation dans le biofeedback. Et du coup, la question que je me pose dans vos expériences, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt l'adaptation de la difficulté en fonction de quelque chose qui a un impact sur certains aspects, plutôt que l'aspect contrôle simplement de son rythme cardiaque? C'est aussi pour ça qu'on a posé la question aux participants après l'expérimentation, à savoir quel était l'intérêt du biofeedback. Et effectivement, sur certains résultats, les participants nous rapportent ne pas avoir pris en compte cette mécanique parce qu'ils n'ont pas détecté les différentes modifications. Donc c'est un peu complexe, entre guillemets, de prendre en compte, de limiter l'apport sur l'implication par l'intégration du biofeedback. Il y a effectivement aussi les changements de mécanique. Ceux-ci étant, ils sont pas non plus, ils ne changent pas l'expérience à proprement parler. On va avoir juste des modifications sonores légères ou alors des modifications de comportement des objets. On ne va pas non plus avoir une expérience pleinement différente avec l'intégration du biofeedback. Du coup, est-ce que, ça limite aussi le biais de, est-ce que c'est plutôt l'expérience qui va influer sur ce que l'utilisateur ressent plutôt que l'intégration du biofeedback? Ma question d'ailleurs, c'était est-ce qu'on aurait pu, on pourrait très bien faire une adaptation de la difficulté, augmenter la difficulté en fonction d'autre chose que le contrôle du rythme cardiaque, par exemple en fonction de la performance. Est-ce que vous avez une idée sur... vous avez déjà réussi à proposer des expérimentations les plus claires possibles. On peut toujours critiquer et trouver des biais. Donc, est-ce que vous avez une idée sur cette partie? Est-ce que si on avait utilisé de l'adaptation de la difficulté sur autre chose, sur la performance, sur des mouvements, sur des choses plus simples qui seraient peut-être moins physiologiques, juste une activité motrice, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à des résultats similaires en termes d'engagement, par exemple? On aurait effectivement on aurait pu avoir des résultats plus forts sur l'engagement, en suivant en définitive la théorie du flow, c'est-à-dire que si la difficulté s'adapte à la compétence de l'utilisateur, eh bien il va ressentir un plus fort sentiment d'engagement naturellement dans l'application qu'il est en train de réaliser, que la difficulté se réduise ou que la difficulté augmente. Nous, dans notre cas, on a c'est un parti pris d'augmenter la difficulté pour permettre aux utilisateurs de vivre chacun une expérience qui est différente. On aurait pu avoir une mécanique inverse où la difficulté va réduire en fonction du rythme cardiaque, c'est-à-dire que plus les utilisateurs vont être stressés, plus on va les aider dans l'application, mais du coup, le résultat de ça, c'est que les utilisateurs vivent tous
au final la même expérimentation, la même expérience, en partie, étant donné que la difficulté va s'adapter à leur niveau de stress. Donc, pour que ceux-ci soient stressés, soit le moins possible, soit à un niveau équivalent en fonction des différents participants. C'est un parti pris c'est un parti pris qu'on a fait et qu'on nous a reproché dans les différentes publications sur effectivement l'adaptation de la difficulté. Est-ce qu'il faut une difficulté plutôt fixe ou est-ce qu'il faut une difficulté qui s'adapte en fonction de l'utilisateur? Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle réduit? C'était ma question supplémentaire. Du coup, vous avez fait ce choix d'aller un peu à l'encontre du flow, finalement, en augmentant la difficulté en fonction de la compétence. Quand la compétence augmente, vous augmentez la difficulté. Sur la première expérimentation, quand la compétence au contrôle cardiaque augmente, la difficulté réduit. Mais en fait, du coup, ça aussi encourage les participants à prendre en compte cette mécanique-là dans leur expérience de jeu. Pour pas qu'elle soit uniquement passive, mais pour qu'elle soit... C'est une mécanique additionnelle. Les participants peuvent très bien réussir le jeu sans essayer de contrôler leur rythme cardiaque. Il y en a qui ont réussi, leur rythme cardiaque a augmenté, mais ils ont quand même réussi à terminer le jeu. Et pour autant, proposer une expérience où la difficulté va augmenter en fonction du rythme cardiaque, ça va les forcer, ça va les encourager en tout cas, à essayer de prendre en compte cette mécanique de jeu dans l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, on peut un peu mieux, je pense, constater les effets du biofeedback, en tout cas de cette augmentation de difficulté sur l'expérience utilisateur. Dans le manuscrit, vous avez employé les termes de biofeedback passif et actif, et dans la soutenance de biofeedback direct et indirect. Est-ce que vous pouvez préciser ou faire un choix? Je dirais direct, indirect. Je pense que c'est ça doit être une erreur de ma part. On est d'accord que la différence, dans tous les cas, vous adaptez l'expérience à la physiologie, mais dans un cas, c'est l'utilisateur qui contrôle sa physiologie, dans l'autre cas, il ne la contrôle pas. Alors, dans un cas, il va être acteur volontaire de ces données physiologiques, tandis que dans l'autre, le système va réagir sans forcément que l'utilisateur soit au courant. Nous, dans notre expérimentation, par exemple, typiquement, l'utilisateur est au courant, dans la première en tout cas, au courant des mécaniques de biofeedback. Il sait que son rythme cardiaque est pris en compte et que du coup l'environnement va s'adapter. On peut faire des expérimentations où l'utilisateur n'est pas forcément au courant, voire même ne va pas se rendre compte directement de l'effet du biofeedback. Et là, du coup, on est dans un biofeedback indirect. Il ne sera pas acteur volontaire de ces données physiologiques, mais celles-ci vont affecter le système. Je pense que c'est un argument supplémentaire pour essayer de séparer la partie contrôle physiologique et la partie adaptation. Dans un cas, vous avez le contrôle qui est soit passif ou actif, donc pas de contrôle ou du contrôle, et, de l'autre côté de l'adaptation connue ou inconnue, ou visible ou invisible. Est-ce que vous pouvez proposer, vous, une définition de l'expérience utilisateur? Parce que vous avez gardé ce terme dans le titre, vous avez gardé le terme large, et vous avez bien montré qu'il y avait différentes composants, qu'il y avait beaucoup de débats là-dessus. Quels seraient, pour vous, les composants de l'expérience utilisateur et sur lesquels vous voudriez jouer? Nous, en tout cas, dans le cadre de notre étude, je pense que dans le cadre de l'étude que moi j'ai menée, je pense que ce modèle-là est à peu près, encapsule en tout cas les concepts sur lesquels le biofeedback va avoir un effet. La présence, l'effet sur la présence est hypothétique. Les effets sur l'agentivité et l'engagement, c'est ce qu'on a essayé de vérifier. L'effet sur la présence découle principalement de notre revue de littérature et aussi d'hypothèses et de travaux qu'on a vus, notamment par Slater, dans les équipes du professeur Slater à l'Event Lab. On ne fournit pas une vision holistique de l'expérience utilisateur. On a dans le laboratoire une doctorante une docteure maintenant, dont les travaux de thèse étaient d'essayer de fournir une vision de l'expérience utilisateur en environnement virtuel immersif. Et c'est en soi des travaux de thèse à part. Donc, moi, dans le cadre de mon étude, je me suis inspiré de différents travaux pour essayer de construire mon modèle et de comprendre les implications de l'ajout d'un biofeedback. Nous, dans notre étude, si je devais en tout cas définir les impacts du biofeedback sur l'expérience utilisateur, il se limiterait au sentiment d'engagement et au sentiment d'incarnation. On peut potentiellement avoir un effet sur le sentiment de présence, mais du coup par débordement, par augmentation des autres concepts liés.
Et donc, vous avez déjà eu la question tout à l'heure, mais dans le cadre d'une application plus large au domaine de la formation, ou un autre, mais vous avez cité celui de la formation, est-ce qu'il faudra améliorer l'engagement ou améliorer l'agentivité, ou autre chose sur laquelle vous n'avez pas travaillé? Alors, il y a des travaux qui ont démontré que le fait de ressentir un plus fort sentiment d'engagement permettait une meilleure rétention du savoir et des connaissances après l'expérimentation. Donc, en fonction de l'application qu'on va proposer, si typiquement on propose une application de gestion du stress, on va peut-être, où l'utilisateur est censé apprendre des techniques de gestion du stress, on va peut-être pousser l'accent sur le sentiment d'engagement. Et si pour autant on essaye de faire travailler sur vraiment des mécaniques à proprement parler physiologiques, eh bien on peut pousser le concept sur plutôt le sentiment d'agentivité. Celui-ci étant donc l'intention et le résultat de l'action, donc ils se rendent bien compte que c'est lui le responsable de cette action-là et du coup qu'il puisse prendre un premier contrôle sur sa physiologie. Dernière question rapide. On n'a pas du tout parlé de la quantité de développement qui a été nécessaire pour mettre au point toutes ces expérimentations. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Est-ce que c'est vous qui avez tout développé? J'ai travaillé avec les étudiants du master du laboratoire pour réaliser les différentes expérimentations en collaboration du coup sur eux des projets de recherche. Donc ils avaient un sujet plus ou moins ouvert et moi je les aidais pour le développement des applications et ils étaient plutôt sur la partie modélisation, plutôt un background informatique que modélisation 3D. Donc ils étaient plutôt sur la modélisation, moi j'étais plutôt sur le développement informatique et l'interfaçage. Merci. Donc, c'est moi qui vais continuer à poser des questions, comme ça après vous pouvez vous reposer. Parce que les autres personnes m'ont promis qu'ils ne posaient pas de questions. Donc, comme mes collègues, je voulais vous dire bravo pour le manuscrit. Il est vraiment très 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 clair. Moi je ne travaille pas vraiment en réalité virtuelle et j'ai pu le lire sans problème, etc. Donc je trouvais vraiment une très bonne pédagogie, etc. Tout comme j'ai vraiment apprécié votre présentation. Merci. Peut-être c'est vrai, parler un peu vite, j'avais du mal à prendre des notes, mais bon, ça, oui, c'est le stress, ça s'apprend avec le temps. Donc, je voulais vous poser aussi des questions qui vont pour revenir sur les différentes questions, parce que tous les collègues ont déjà posé des questions que je vais poser aussi. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous compreniez, on repart pour la première expérience. Donc, vous faites le lien entre jouer, difficulté du jeu, donc ça augmente l'engagement, d'accord. Mais en même temps, quand on augmente l'engagement, j'imagine qu'en plus avec l'émotion de peur, ça fait augmenter le rythme cardiaque. Mais en même temps, vous demandez que les gens contrôlent leur rythme cardiaque. Donc, d'une certaine manière, ça peut peut-être dire aussi qu'ils diminuent leur peur, mais en même temps, ça doit augmenter leur engagement. Et là, j'ai eu un peu de mal. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de conflit entre les deux, donc j'aimerais bien, et je n'ai pas l'impression que par vos questions, vous avez pu bien comprendre ce qui se passait chez les interlocuteurs, chez les utilisateurs. Lorsqu'on a proposé l'expérimentation, on n'a pas, au début de l'expérience, expliqué aux participants qu'ils devaient essayer de contrôler leur réaction physiologique. On leur a simplement dit que leurs données physiologiques allaient être utilisées dans l'application et que cela allait augmenter le niveau de difficulté. On ne leur a pas expressément demandé d'essayer de contrôler leur rythme cardiaque. C'est simplement dans les entretiens, dans les questionnaires post-passation où effectivement on s'est renseigné sur ces résultats-là. On leur a demandé, voilà, est-ce que vous avez essayé et combien de fois? Savoir si effectivement cette mécanique de jeu apportait quelque chose, s'ils l'avaient considéré, parce que dans les travaux de Decker et Champion, si je ne dis pas de bêtises, ils remarquent que lorsque le biofeedback n'est pas pris en compte, donc ils avaient fait une application avec un biofeedback passif assez léger, et en fait ils se rendaient compte que les participants ne prenaient pas en compte cette mécanique et que donc il n'y avait pas de différence entre l'application sans biofeedback et l'application avec leur biofeedback. C'est aussi pour ça qu'on pose cette question, pour essayer de déterminer si les participants considèrent cette mécanique-là. Et ensuite, ça nous a aussi permis de comparer les résultats, notamment sur l'implication, où on a pu dire, OK, les participants ayant bénéficié du biofeedback, il y en a une partie qui ont pris en compte la mécanique de jeu, et d'autres qui simplement étaient trop absorbés dans l'expérience.
Donc ça fait aussi partie des limitations en termes d'analyse et sur un protocole futur, essayer aussi de cloisonner un peu plus ce type de résultats. Oui, parce que justement, vous dites que ceux qui n'ont pas utilisé leur biofeedback sont trop engagés dans le jeu. Donc, est-ce que vous voulez casser cet engagement? Alors, ils nous ont dit être trop absorbés dans l'expérience virtuelle, et c'est aussi, enfin, on ne s'attendait pas aussi à avoir un niveau de nouveauté perçue. Là, je ne le note pas dans la présentation, mais dans les résultats, je le note. Il y a un niveau de nouveauté perçue qui est très élevé chez nos participants, malgré que ce soit tous des experts de la réalité virtuelle et principalement des joueurs. Donc, ils ont ressenti quand même, encore une fois, cet effet waouh, entre guillemets, inhérent à la réalité virtuelle, malgré le fait qu'ils connaissent déjà le média et qu'ils l'utilisent quotidiennement. Donc ça fait aussi partie des limites, et essayer de mesurer quel est le biais introduit par cet effet-là sur l'expérience. Est-ce que le fait que ce soit de la réalité virtuelle, ils se concentrent trop sur l'expérience et du coup ils en oublient les nouveautés qu'on leur propose? Sur une des définitions que vous avez données pour les expériences utilisateurs, c'était transparent 8, vous n'avez pas besoin d'y aller, hein, où vous dites qu'il faut mesurer, pour le public. Vous mesurez les émotions avant, pendant, après. Ça, j'avoue que je n'ai pas vu que vous faisiez. Et en plus, c'est vrai que vous mesurez le rythme cardiaque, mais pour moi, ça a déjà été dit par Jean-Claude, la variation du rythme cardiaque, ça peut être dû aux émotions, ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc, comment est-ce que vous arrivez à répondre à cette définition? Ou si vous ne l'avez pas fait, à le faire. Alors, donc, c'est une définition qu'on a proposée parce que c'est la norme la définition de norme de l'expérience utilisateur. Après, nous, dans le cadre de notre étude, on sait que les différents modèles de l'expérience utilisateur, notamment en réalité virtuelle, sont plus ou moins inspirés de cette norme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a considéré directement. Et dans les faits, noter l'état psychologique ou physiologique avant l'expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on a considéré. Maintenant, sur des expérimentations, ce serait effectivement intéressant d'avoir, mais du coup ça demanderait un travail en amont totalement différent, de mesure des données physiologiques des participants sur une journée typiquement, et avoir un profil type de son rythme cardiaque, de l'activité cardiaque de l'utilisateur, pour ensuite pouvoir en déterminer plus d'informations en fonction des résultats dans l'expérience. Oui, enfin ça va être peut-être un peu difficile à mettre en place quand vous voulez faire des jeux, vendre des jeux entre autres. Donc est-ce qu'il y a parfois des mesures où on peut faire sous dégradation, vous voyez des changements, etc. Et je pense que c'est vrai qu'il faut regarder par rapport aux événements qu'il y a dans le jeu pour voir, pour déterminer cette variation. Ça, je pense que c'est vraiment important. Si vous voulez mesurer les émotions, c'est difficile d'y échapper pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, oui, je voulais vous demander. Donc, vous avez déjà eu des questions sur cette question, cette différence entre rythme cardiaque, adaptation, contrôle, etc. Là, donc vous avez fait dans l'expérience 2, entre autres, donc là où le jeu les gens devaient contrôler leur rythme cardiaque pour pouvoir mener le jeu, et comme suite vous pouvez mesurer l'engagement et autres. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi imaginer faire une troisième expérience où là c'était le même genre de jeu, mais non plus par un contrôle cardiaque, mais avec d'autres choses. J'imagine que vous n'avez pas de manière de contrôler la difficulté d'un jeu. Et voir après qu'est-ce que le contrôle du rythme cardiaque peut apporter dans la satisfaction, l'engagement, etc. Ça fait partie des perspectives qu'on envisage, avec notamment les poursuites aussi du travail sur le modèle, où on essaiera de déterminer quels sont les effets de l'utilisation des données physiologiques et de leur représentation dans l'environnement virtuel, notamment potentiellement sur des avatars, sur le sentiment d'incarnation, à quel point les utilisateurs vont se sentir en contrôle incarné dans dans un avatar qui non seulement potentiellement leur ressemble, mais aussi transmet les émotions, les états physiologiques de l'utilisateur. Dans le cadre de notre jeu, on pourrait effectivement penser à d'autres signaux physiologiques
potentielles, la microsudation, même si celle-ci est plus difficilement contrôlable directement que le rythme cardiaque. On sait que le rythme cardiaque, c'est complexe à contrôler, mais c'est faisable. Les gens peuvent y arriver, etc. Et avec un minimum d'entraînement, sont en mesure de prendre contrôle de ça. Après, il y a aussi des données physiologiques plus directement manipulables, la respiration notamment, et c'est ce qu'on voit aussi dans les travaux de PERPA, si je ne dis pas de bêtises, où ils utilisent effectivement la respiration pour induire un sentiment d'agentivité dans un environnement virtuel immersif. Et une dernière question, je voulais savoir si vous n'avez pas pensé mettre une sorte de retour visuel aux gens pour savoir comment est-ce qu'ils contrôlaient leur rythme cardiaque, par exemple avec une jauge, ou comme c'est lié par exemple à une expression d'émotion, vous dites est-ce que ça a changé l'expression, etc. Alors, dans la deuxième expérimentation, les participants, à chacun des niveaux, il est systématiquement affiché leur rythme cardiaque actuel et le seuil. Du coup, ils savent où ils en sont, et s'ils doivent, au début de chaque niveau, il leur est expliqué, pour ce niveau, il faut faire monter ou descendre son rythme cardiaque. D'accord, ça, je n'ai pas vu. Ça apparaît pas sur les vidéos, parce que du coup, ça apparaît dans le casque. Lorsque les utilisateurs ont le casque, ils ont toujours affiché à l'écran leur rythme cardiaque actuel et le seuil, la zone cible qu'ils sont censés atteindre. Je crois que je vais m'arrêter là. Et donc, attendez, parce que là, je ne connais pas les noms par cœur. Donc, je vais inviter, voilà, Monsieur David Perret. Merci. Donc, Samori, ça fait 3 ans que tu es avec nous, avec la société OnReality. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Je suis impressionné par la qualité du manuscrit et de la présentation que tu as pu faire, et au nom de toutes les entreprises, je te remercie de nous avoir fait quelque part ce cadeau d'avoir fait une si belle présentation. D'autant plus qu'on n'était pas parti là-dessus au départ. Je me souviens que les points de départ n'étaient pas tout à fait ceux-là. Tu as su adapter le sujet de ton travail de doctorat de manière plutôt intéressante pour que derrière, en fait, ça colle finalement avec le point d'arrivée sur lequel on arrive nous maintenant, l'entreprise. Effectivement, on est sur des thématiques très proches de l'enseignement, de la formation et de la manière dont les personnes qui sont en formation vont pouvoir interagir avec les environnements virtuels. Donc, tu as cité très justement Virtual Trainer. Effectivement, c'est quelque chose qui va impliquer les utilisateurs, et tous ces travaux d'études auxquels tu as participé vont... alors effectivement, il y a encore beaucoup de travail, effectivement, il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir un jour pouvoir l'intégrer de manière je dirais, industrielle dans une application. Néanmoins, c'était aussi un challenge que de faire ce travail-là, que tu as très bien fait, pour qu'un jour OnReality ou une autre entreprise et d'autres entreprises puissent en bénéficier. Donc voilà. Personnellement, ça m'a fait, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi sur le travail de thèse. J'espère que j'ai été de bons conseils, même si ton manuscrit m'a donné des maux de tête quand même, un petit peu. Et j'ai aussi apprécié ta disponibilité sur d'autres tâches de la vie de l'entreprise que tu n'as pas délaissées. Et donc, pour tout ça et pour tous ces 3 années-là, je te remercie. Merci. Donc, maintenant, on va passer au co-encadrant, Olivier Christman. Merci. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier bien sûr les membres du jury, le rapporteur et examinateur, d'être venus et puis d'avoir pu participer à cette soutenance qui était pour moi une belle soutenance. Donc, après Geoffrey, il y a quelques semaines, c'est à ton tour de te prêter brillamment à cet exercice. Il y a beaucoup des mots que j'ai prononcés pour Geoffrey que je pourrais dire à nouveau pour toi. Mais bon, je dois être un peu original aussi dans ce que je dois dire. Et puis, toi, tu n'en fais jamais de manger à l'heure. Je vais commencer par te féliciter, Samori, d'avoir mené cette thèse à son terme, et pour toutes les qualités que tu as démontrées, et une fois de plus aujourd'hui dans ta soutenance. Tu as réussi à faire cette thèse avec brio. Ça montre beaucoup ta force de caractère dans une entreprise particulière. Sur le chemin escarpé que représente une thèse chez OnReality,
Des personnes ont su te protéger des pierres qui pouvaient tomber à tout moment de la montagne qui grondait. Je remercie ainsi chaleureusement David qui est ici et Gaël qui t'ont permis de traverser cette aventure sans encombre. Je souhaiterais aussi te saluer ton travail, sa qualité, qui va de pair avec ta grande probité scientifique. Ce champ disciplinaire que tu as choisi pour cette thèse est loin d'être simple, comme cela a pu être visible dans les différentes questions qui ont été posées, car manipuler des données physiologiques impose de nombreux choix et ajustements pour réaliser des expérimentations qui reposent sur des bases solides. Avec discrétion, calme et opiniâtreté, tu as accompli un travail remarquable, dont les résultats enrichissent les travaux antérieurs de l'équipe, comme par exemple celui du Dr Goris. Ils apportent également une contribution importante à la communauté scientifique, et je ne doute pas que tu puisses les poursuivre par la suite. Je dois enfin te remercier pour une autre chose que tu nous as apportée, celle d'une ambiance de bureau à nul autre pareil, grâce à un humour de transportant avec Geoffrey, et souvent à ses dépens, dans des situations imaginaires hilarantes et rocambolesques. Ces 3 années sont passées beaucoup trop vite. J'ai fait un métier merveilleux car il a mis sur ma route des personnes formidables, humainement et professionnellement, et tu en fais résolument partie. Les émotions de la soutenance sont enviables, et je vis pleinement ces moments à chaque fois qu'ils se présentent. Mais je fais aussi un métier qui est assez dur parce que des personnes que je côtoie pendant 3 ans, souvent, s'en vont vers d'autres horizons. C'est ma tristesse, mais aussi c'est ma fierté, que d'autres puissent profiter à leur tour des qualités que j'ai pu tant apprécier pendant 3 ans. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un part, quelqu'un n'est ailleurs. Samori, un grand homme, il marquera l'histoire. La dernière présentation, ça va être par professeur Simon Ricci. Merci Catherine, merci Madame la Présidente, merci Olivier. C'est dur d'enchaîner après toi là. Déjà, waouh, oh, le mec, c'est bien. Non mais c'est super, c'est ça le management, c'est voilà, c'est faire grandir et puis voilà, qui est Olivier maintenant, qui devienne super top. Je n'ai pratiquement plus rien à ajouter. Bon, je dis quand même remercie quand même aux membres du jury qui ont évalué le mémoire, les questions pertinentes et puis merci à ce jury très féminin parce que c'est vrai que dans notre domaine, 2 femmes dans un jury, c'est énorme, quoi. Je veux dire, voilà. C'est vrai que vous êtes très sollicités, mesdames, maintenant avec l'obligation de parité. Enfin, nous limiter à une personne parce que vous n'êtes pas suffisant. C'est maintenant nombreuses. Donc, merci beaucoup. Donc, Samori, voilà. Je pense que Olivier et David ont dit beaucoup de choses. Moi, je trouve que t'es un collègue très agréable, dynamique, enjoué. Tu possèdes une grande intelligence et une forte capacité de travail. T'as tenu bon pendant 3 ans grâce à tes collègues chez E.ON. Hein. Merci à Thierry aussi qui est là dans la salle. Donc bien sûr Gaël et David aussi. Et puis l'équipe du labo. Il faut signaler que c'est quand même notre 3e doctorant CIFRE chez E.ON, hein, donc les 2 premiers ayant démissionné au bout d'1 an. Voilà, donc sous la pression d'un manager qui ne semblait pas comprendre l'intérêt de la recherche, faut le dire, disons les choses comme elles sont. Donc merci Samori d'avoir survécu, hein, c'était ton challenge au début, on t'a dit, bon, écoute, essaye de tenir au moins 2 ans, voire 3 ans, essaye de finir la thèse. Bon ben c'est super, t'as survécu, voilà, super, t'as résisté à la pression et t'as gardé les caps. Maintenant, tu vas présenter tes travaux à I3EVR au Japon dans une semaine, donc tu pourras rechercher un postdoc. Donc appel, je lance un message subliminal. Si vous avez des collègues qui recherchent un postdoctorat très sérieux, plus beau gosse, regardez comment il est beau. Hein, je veux dire, j'avoue. Hein, en plus, il y en a 2 dans le jury. Hein, on n'était pas concertés qu'on dit waouh, Samori, attends, c'est le même là. Waouh, sapé comme jamais là, le gars, super. Ok, et puis voilà, donc les modèles, là, le modèle que tu proposes, alors tous les modèles qu'on développe dans le labo, modèles de présence, d'incarnation, d'émotion, etc., tous les travaux, alors nous, c'est vrai que ça nous sert à alimenter nos travaux sur les apports des technologies immersives pour la créativité, l'idéation, l'innovation dans les entreprises. Donc on place l'homme au cœur de nos recherches, ce qui après qui est assez inhabituel, on veut dire, aux arts et métiers. On est quand même l'école de la technologie et nous, on place vraiment l'humain au milieu et c'est vraiment notre spécificité. Et donc, ton modèle vient se rajouter aux autres modèles et il faudra qu'on fasse le point avec Olivier dans le cadre d'une prochaine HDR. D'ailleurs, Olivier, il faudrait y penser pour articuler tous ces modèles et montrer ce qu'on en sort par rapport à tout ça. Il y a vraiment des choses passionnantes à faire. Donc, beau Samori, merci et encore bravo. Madame la Présidente, je vous laisse le mot de la fin. Bon, merci que... Ah oui, c'est vrai, merci.
Merci, oui. Merci de me rappeler ça. Donc, s'il y a des docteurs dans la salle qui souhaitent poser des questions. Docteur Goris, c'est une remarque. Non. C'est bon, il n'a que des amis dans la salle. Donc, maintenant, on va passer à la délibération et on va... Je vous remercie. Je vais vous lire le rapport que nous tous avons écrit. Donc, je n'ai pas complètement finalisé, mais vous allez avoir les éléments principaux. Donc, le jury a beaucoup apprécié votre présentation claire et bien illustrée. Vous présentez avec une grande qualité pédagogique un travail intéressant où il est développé une réflexion originale. Vous avez su utiliser de manière judicieuse des vidéos illustrant bien les jeux développés et vos recherches sur les mesures physiologiques. Tant dans le manuscrit que dans la présentation, vous abordez beaucoup de concepts en les articulant de manière pertinente. Vous avez su montrer vos contributions en interaction humain-machine, réalité virtuelle et objets connectés. La présentation a permis de mettre en évidence le niveau de pluridisciplinarité de vos travaux effectués allant de la réalité virtuelle à des études physiologiques couplées à des développements en informatique. Vous avez su répondre avec aisance, maîtrise et honnêteté aux nombreuses questions du jury. Durant votre présentation et les réponses aux questions, vous avez démontré votre maturité et vos réflexions pertinentes sur votre travail. Pour toutes ces raisons, le jury a décidé à l'unanimité de vous décerner le titre de docteur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers en spécialité génie industriel. Bravo. Le micro-cravate pour le traditionnel petit discours. Je tiens dans un premier temps à remercier les membres du jury, les rapporteurs notamment pour leur retour pertinent sur mes travaux qui vont me permettre d'améliorer mon manuscrit de thèse et de faire de moi un meilleur chercheur. Merci aussi aux examinateurs pour leurs questions pertinentes et les discussions lancées durant ces échanges qui vont aussi orienter les travaux futurs que j'envisage. Merci à mes parents et ma famille qui ont fait le déplacement depuis loin, en fait, pour venir assister à cette soutenance. Merci à tous ceux qui se sont déplacés des quatre coins du monde, qui ont traversé des continents ou des océans pour venir assister à ce moment-là. Merci à Ion Reality, au final, d'avoir financé cette thèse, à David plus particulièrement de m'avoir beaucoup protégé pendant cette thèse pour que je puisse mener à bien ces travaux et arriver à complétion. Merci Simon de m'avoir fait confiance et de m'avoir accompagné dans les hauts et les bas de ces 3 années. Et merci à l'équipe du laboratoire, à Marie pour l'organisation et la logistique. Merci aux caméras, à Pauline et Gauthier, pardon. Il n'est pas là, je l'ai mis. Merci aux membres du laboratoire, aux ingénieurs de recherche, aux doctorants, aux encadrants pour leur soutien, les discussions toujours intéressantes et les repas souvent animés. Merci à mes collègues de chez Ion Reality qui sont encore là. Pour d'avoir toujours été là, de m'avoir aidé quand j'en avais besoin pour mes expérimentations, d'avoir participé aux expérimentations, de m'avoir aidé dans le développement de mes applications et de ma recherche. Et j'aimerais remercier plus particulièrement 3 personnes. Le docteur Hélène Jichenko, qui, même s'il n'a pas resté très longtemps dans notre laboratoire, m'a vraiment permis de réaliser des travaux concluants sur la 2e étude notamment. Le docteur Geoffrey Goris a un esprit difficile à canaliser, mais néanmoins un chercheur brillant, et c'était vraiment un honneur de partager ces 3 années avec toi et de pouvoir collaborer, et j'espère que dans le futur on aura l'occasion de pouvoir continuer à travailler ensemble et à publier ensemble.
Et enfin, j'aimerais remercier quelqu'un qui est généralement plutôt dans l'ombre, Dr Olivier Chrisman, mon encadrant, sans qui cette thèse ne serait pas à 50% de ce qu'elle est aujourd'hui. Pour son travail, son encadrement, sa bienveillance, la relecture du manuscrit, et je sais que c'était une pénitence dans sa première version. Merci beaucoup, et enfin, sans toi et sans vous tous, je sais que je ne serais pas arrivé au résultat où j'en suis aujourd'hui, et je tiens à vous remercier. On le posera derrière après. Ça devient une habitude d'être deux pieds. On a commencé un peu avec la presse cette idée de faire des cadeaux un peu personnalisés, et pour Samori, on a un petit peu réfléchi, enfin il a beaucoup de passion, mais Samori il est aussi très discret, donc on sait qu'il aime beaucoup le basket. Donc on a eu l'idée de faire un ballon officiel signé, et puis on s'est dit qu'un ballon ça suffisait pas, alors on a fait le trophée Larry O'Brien, donc le trophée NBA, en reproduction. Pour Et donc le professeur, parce que c'était son surnom depuis le début, professeur Langlais. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo. Nouveau docteur. Et je vous invite maintenant à passer sur la mezzanine pour ce que vous attendez tous, hein, le pot d'épaule. Parce que vous n'avez pas fait le déplacement pour rien.